coup, Raphaël, tu voulais qu'on interviewe pour... Alors, est-ce que tu pourrais présenter ton invité, déjà? Bien sûr. Donc bonsoir Victor Cachard. Je précise que tu es libraire de profession. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez dingue, puisqu'il y a eu un rassemblement organisé à Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, le 5 juillet dernier. Visiblement, la gendarmerie, les renseignements, etc., s'en sont mêlés, et le préfet, puisque même avant même le rassemblement, vous avez été inquiété, pardon. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé? C'était un rassemblement, je précise, en soutien aux Palestiniens, notamment aux Palestiniens de Gaza qui subissent un génocide depuis le 7 octobre. Oui, tout à fait. Alors, petite précision, c'était un rassemblement qui a été organisé le 4 juillet. Et donc, moi, en tant que libraire, j'ai été très vite accusé à tort d'en être l'instigateur, l'organisateur principal. Et à la suite de cette accusation, donc, j'ai eu un coup de téléphone du bureau de sécurité de la préfecture. Ensuite, le lendemain, le passage de la gendarmerie à la librairie. Quel Et jour? comment? Quel jour par rapport à la manifestation, au rassemblement? C'était la veille, donc La veille. le 2, 3. Plutôt le 3. Voilà, donc j'ai eu une descente de la gendarmerie à la librairie qui ont commencé à me poser des questions absolument pas factuelles, mais plutôt sur mes convictions politiques, en présupposant que j'étais donc à l'origine l'auteur de ce rassemblement dont le communiqué était sans ambiguïté sur l'aspect pacifique du rassemblement. À la suite du rassemblement auquel j'ai participé à titre personnel, parce que je soutenais la cause, mais j'en étais pas pour autant l'auteur, j'ai eu 2 jours plus tard un courrier du préfet lui-même, hein, signé manuscritement par lui, m'intimidant de poursuite, me signalant. Menaçant. Ouais, me signalant que j'étais passible de poursuites pénales, à savoir un peu plus de 6 000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Et donc, en fait, c'est assez inédit dans la mesure où ça me touche à titre personnel en tant que libraire. Et donc, on s'attaque à une librairie et sans ouvrir de procédure, simplement par intimidation, en me disant que s'il voulait, selon son bon vouloir, il pouvait me poursuivre. Donc, Alors, oui. excusez-moi de vous interrompre. Marco, je t'ai envoyé 2 visuels par mail. Alors, malheureusement, Ouais. on ne peut pas les partager. Ah, d'accord. Ok. Ouais, malheureusement, à cause du fait d'avoir 2 visios, là, je peux pas partager mon écran. D'accord. Si, tu partages. Si On ne Alors, voit pas pendant est-ce que tu que- partages. Ah bah ok, alors vas-y. Alors si, c'est bon, je vais pouvoir partager. Tu m'avais... Alors voilà, j'ai les 2 visuels. Tu veux que je Alors, partage le premier, lequel? c'est la manifestation. Pendant que tu cherches le visuel, Victor, est-ce que vous pouvez raconter un peu quelques questions? Parce que c'est quand même très traumatisant, quoi, de recevoir des gendarmes. Donc ça, c'était la veille du rassemblement. Des gendarmes qui sont venus à votre librairie devant les clients et qui vous ont posé des questions. C'était quoi exactement ces questions, si vous pouvez le préciser? Alors oui, c'est tout à fait stigmatisant d'avoir de la gendarmerie dans un commerce parce que déjà, premièrement, aux yeux des clients, c'est problématique. Et ensuite, au niveau des autres commerçants qui tout de suite me suspectent également d'être l'organisateur. Alors au niveau des questions, c'était tout simplement des choses autour de mes études, de mes écrits, de mon travail, parce que j'ai travaillé sur la question du sabotage, quelles étaient mes convictions vis-à-vis de la Palestine, quels étaient mon niveau d'études, voilà, des questions comme ça, tout à fait personnelles. Et qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre comme question? Si j'avais une idée du nombre de personnes qui allaient être présentes, ou dans quelle ville j'ai fait mes études, et si je fréquentais des mouvements, comment est-ce qu'ils m'ont dit ça, qui étaient apparentés au Black Bloc. Voilà le type de ouais. question qui a été posée et qui quand même pose problème, puisque qu'il y ait un renseignement, comment dire, qui se fasse en catimini. Bon, ça c'est le rôle des renseignements territoriaux, mais de la part de militaires comme ça, de Ouais. gendarmes, moi je pensais qu'ils étaient plutôt là pour me questionner sur qui étaient les organisateurs. Et donc et voilà, donc cette question a été très rapidement évoquée, mais c'était pas l'enjeu principal de leur question, quoi.
Et ils sont venus en armes dans votre librairie? Ah oui, oui, en uniforme, en armes, tout à fait. Et donc c'est quand même ouais, problématique, il me semble. Alors le rassemblement était statique, hein, on voit sur les images, c'était pas une manifestation donc déambulatoire. Euh, et là, on a encore une très forte présence de la gendarmerie. Il y a eu des drones, ce qui a choqué beaucoup de gens dans le village. Quelle est la particularité de ce village parce que vous m'en avez parlé. Il a une histoire ce village. Il est jumelé, je crois, à une ville israélienne. Est-ce que vous pouvez raconter tout cela? Oui, oui, très rapidement, en fait, la particularité du village, c'est que c'est le seul village en France à être considéré comme juste parmi les nations par l'État d'Israël et en l'occurrence par la fondation Yad Vashem. D'habitude, les justes sont donc les personnes qui ont aidé au sauvetage des persécutés juifs pendant l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'habitude, ce sont des personnes physiques, et ça n'est jamais des entités morales. Et là, pour la première fois, on a un village qui est considéré en tant qu'entité morale comme juste parmi les nations. Et donc, si vous voulez, ça a été, le rassemblement a tout de suite été perçu comme une manière d'entacher l'image de juste parmi les nations du village. Et le village n'avait absolument pas intérêt aux yeux d'Israël, qui en plus est jumelé, enfin le village est jumelé avec la ville de Métar en Israël, n'avait absolument pas intérêt à ce que soit évoquée la possibilité d'une population en soutien en soutien pas au génocide, mais justement Aux Palestiniens de Gaza. au peuple palestinien de Gaza. Donc c'est cette particularité et donc qui fait du village finalement un village qui a toujours résisté contre l'immixtion des autorités publiques là pour le coup le fait qu'il y ait eu plusieurs dizaines de militaires en armes avec plus de 7 drones qui survolent le village, des sociétés savantes sur le village, on dit qu'en fait, c'était la première fois depuis la dernière rafle qu'on avait eu autant de gendarmes Avec des maîtres chiens en plus. avec des maîtres chiens. Ah ouais. Vraiment, c'était avec le blocage des routes. Pour un village qui fait, 2500, 2700 habitants et qui est complètement isolé, reclus dans la nature et dont les personnes qui manifestaient étaient en fait tout simplement des personnes principalement âgées ou alors de jeunes travailleurs, quoi. Donc le fait que que ce rassemblement, cette manifestation de rassemblement pacifique, statique ait été interdit, ça a suscité une indignation générale dans la population et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'intersyndicale du Puy-en-Velay a appelé massivement, avec aussi certaines antennes sur la Loire, donc Saint-Étienne, à venir manifester en soutien voilà, aux Palestiniens qui sont massacrés actuellement. On peut préciser d'ailleurs qu'au Puy-en-Velay, il y a tous les samedis des manifestations qui ne sont pas déclarées, qui n'ont pas d'autorisation, mais qui ne sont nullement inquiétées par les autorités. Alors que là, ça a été vraiment très, très, très lourd, là, avant, pendant et après, donc l'intimidation des forces de l'ordre. Et donc, est-ce que, Marco, tu peux peut-être montrer le courrier du préfet que monsieur Oui. Victor Cachard a reçu? Alors, je l'ai là. Donc, je crois que vous avez reçu le soutien de Juan Branco, l'avocat dont on parlait tout à l'heure dans l'émission. Est-ce que vous pouvez parler à la fois de ce soutien et puis vous avez essayé de chercher savoir qui a cherché à vous intimider? Je crois que à la fois les gendarmes, la maire du village et le préfet se renvoient plus ou moins la balle. Est-ce que vous pouvez parler de cela? Tout à fait. Alors, premièrement, par rapport à Juan Branco, je le connais personnellement dans la mesure où, dans le cadre de mon travail sur le sabotage, j'ai été amené à, à avoir des discussions avec lui sur les sources à partir desquelles on pouvait identifier certaines infrastructures critiques en France. Donc, on a pu échanger, notamment lui à travers son livre Coup d'État. Voilà pour pour l'information en ce qui concerne ma connaissance de Juan Branco et son soutien, évidemment, lui étant actuellement d'ailleurs dans la tourmente, vous l'avez peut-être évoqué, j'étais pas là, Oui. mais son soutien est apparu tout à fait naturel et spontané de sa part. Donc ça, c'est le premier point. Et quant au deuxième point qui concerne la responsabilité de la répression, des auteurs de la répression, c'est effectivement les gendarmes qui m'ont dit que ça venait de la mairie qui m'a dit, donc je suis allé voir le maire que j'ai attendu sur le parking et que je lui ai dit, je lui ai demandé
puisque les gendarmes m'avaient dit que c'était lui qui les avait prévenus. J'ai demandé si le maire était responsable. Il m'a dit que non, c'était le préfet. Et le préfet m'a dit que c'était les renseignements territoriaux. Donc, tout le monde s'est déchargé de la responsabilité de savoir qui m'avait considéré comme le potentiel organisateur de cet événement. Voilà pour ce qui concerne le flou général dans lequel j'ai été noyé pour finalement mieux m'intimider. Alors, je précise que votre librairie est tout à fait courageuse. Il y a de nombreux ouvrages, de ce que j'ai pu en comprendre, de libres penseurs sur tout un tas de sujets. Voilà, des écrivains qui sont parfois combattus dans les médias mainstream. Est-ce que Marco et Romain, est-ce que vous avez une question peut-être, ou les internautes? Moi, je voulais juste dire, demander à Victor, qu'est-ce que vous risquez du coup maintenant? Alors, à ce stade, en fait, le papier du procureur, pas le procureur, pardon, le papier du préfet me signale juste qu'il peut, s'il le souhaite, faire un signalement auprès du procureur, mais ça reste au stade de l'intimidation. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de poursuites judiciaires qui ont été ouvertes. Milou, je crois que tu avais une... Exactement, question proposée par DS. Victor qui vous demande comment avez-vous été suspecté comme étant l'instigateur de la manifestation. Alors je précise avant que vous répondiez que sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, vous avez peut-être relayé donc l'annonce de la manifestation, enfin du rassemblement, mais que vous n'avez pas eu spécialement de viralité. C'était 10 ou 20 partages, c'était tout à fait humble comme relais. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à titre personnel, moi, quand on m'a déposé des affiches appelant au rassemblement, des tracts appelant à ce rassemblement, justifiant quel était l'objet du rassemblement, bah, naturellement, comme dans tous les commerces d'ailleurs, bah, moi j'ai pris les tracts et j'ai affiché ça sur la porte du commerce, exactement comme d'autres commerçants l'ont fait. Donc, bon, voilà. Et ensuite, en termes sur les réseaux sociaux, comme vous dites, Raphaël, j'ai partagé effectivement l'événement. Mais si on regarde la chronologie de l'ordre en fait des premiers partages, ce n'est pas moi qui en suis à l'origine, il y a d'autres personnes avant qui l'ont partagé. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu un acharnement sur moi. Et bah, quant à la question de savoir pourquoi on me suspecte, ben justement, moi quand je demande aux autorités, ils me répondent. Qu'est-ce qu'ils me répondent? Ben, ils me répondent pas en fait. Ils me disent, ils me suspectent. Mais ils me donnent aucune preuve. Et moi, je leur réponds justement que chronologiquement, c'est pas moi, qu'il y a quelqu'un qui est passé à la librairie me donner les affiches. Je dis, bon, bah, c'était une femme, je la connais pas. Si vous voulez, j'ai une adresse mail aussi. Donc, j'ai donné une adresse mail, mais qui n'est pas la mienne. Et donc, si vous voulez, ils me disent pas ce qu'ils me reprochent, mais ils pensent que je suis un organisateur. Et alors que sur la place, une fois qu'il y a eu le rassemblement, bah, en fait, des prises de parole, moi j'ai pris la parole pour dire que j'étais pas l'organisateur, et mais ensuite il y a eu tout un tas de personnalités qui ont pris la parole, à commencer par la pasteur. Donc l'Église protestante unie qui a un communiqué national de soutien au peuple palestinien, et donc bah, elle a pris la parole. Donc pourquoi moi je suis inquiété et pas la pasteur et pas des membres des syndicats qui ont aussi pris la parole? Et ça, je ne comprends pas. Et quand je demande des preuves matérielles, tangibles, factuelles, j'en ai strictement aucune réponse. Alors, sauf erreur de ma part, c'est donc un collectif de citoyens qui s'est formé spontanément pour ce rassemblement, qui est à l'origine de l'organisation de ce rassemblement. Et par la suite, donc, il y a eu un certain nombre d'organisations, 4, 5, 6 différentes, si vous pouvez les citer, qui ont soutenu l'appel à ce rassemblement. Et vous ne faites partie d'aucun de ces collectifs, hein. Ah non, absolument pas. Donc, il y a eu par exemple BDS France qui ensuite a publié un communiqué. Il y a eu donc l'Église protestante unie. Il y a eu l'intersyndicale donc du Puy-en-Velay avec dedans FO, la CGT, le SNES-FSU, Solidaire, l'UNSA. Il y a eu le Urgence Palestine 43, qui est un collectif donc plutôt situé au Puy-en-Velay qui manifeste pour le coup de manière mobile tous les samedis. Il y a eu là, tout ne me vient pas en tête, mais il y a eu effectivement, et à la dernière nouvelle, le collectif de l'Union juive français pour la paix, l'UJFP, a signé également une tribune. Donc,
moi, je n'appartiens effectivement à aucune de ces associations, syndicats, organisations. Il y a eu la Société d'histoire de la montagne. La Société d'histoire de la montagne, c'est une société savante qui est en charge de la gestion de toutes les archives locales en ce qui concerne la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Hmm. cette Société d'histoire de la montagne a clairement expliqué que comment dire, les résistants d'aujourd'hui sont ceux qui soutiennent le peuple palestinien et les collaborateurs d'hier sont ceux qui aujourd'hui interdisent la manifestation, à savoir la municipalité complice avec la préfecture et tous les services de l'autorité publique Hmm. étatique. Mhm. L'internaute qui nous suit, Alliance Populaire, qui est un habitué de l'émission, dit c'est à cause de votre proximité avec Juan Branco que vous avez été ciblé et inquiété. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une possibilité pour vous? Alors, à mes yeux, en fait, je pense que c'est plus général que ça. C'est par rapport à mon travail sur le sabotage, par rapport aux lieux où je vais présenter mes ouvrages, qui sont des lieux qui ont une tendance, qui ne se cachent pas d'être affiliés à la mouvance libertaire et autonome. Et donc, disons que c'est plus général et que effectivement, Juan Branco est un élément de plus qui porte en ma défaveur pour amener à une mésinterprétation quant à aux auteurs Hmm. de cette manifestation, de ce rassemblement. Mais oui, ça y participe évidemment. Ah, ça me fait penser aussi à la répression féroce dont avait été victime le comité invisible. Je ne sais pas si il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être Non. pour les internautes. Est-ce que vous pouvez parler très rapidement? C'était le contexte du comité invisible, en quelques mots, si vous souhaitez. Oui, tout à fait. C'était en 2008, donc c'était une affaire où l'antiterrorisme a eu l'occasion de se muscler particulièrement, puisque des militants étaient proches donc du comité invisible, un comité finalement qui revendiquait son anonymat comme moyen de lutte, a été accusé d'apologie du terrorisme et de participation à des actes de sabotage contre des caténaires donc de transport de déchets nucléaires par les trains qu'on appelle les trains Castor. Et donc, il y a eu plusieurs actes de sabotage contre ces caténaires pour arracher donc les conduits électriques qui permettent aux trains de circuler. Et ils ont tout de suite été identifiés à tort. Et la justice, dernièrement, a rendu un non-lieu complet, les a blanchis complètement, mais la justice les a détruits moralement, physiquement, matériellement, en les poursuivant. La justice et les médias, puisque les médias mainstream avaient largement relayé comme quoi c'était les dangereux anarcho-autonomes, etc. Tout à fait. Et donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais Voilà, dire. mais en tout cas, c'est juste pour, oui, juste c'était une petite parenthèse pour clore peut-être votre intervention, que effectivement la répression malheureusement, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en ce moment ça se muscle et j'en Hmm. parlerai encore tout à l'heure dans le zapping que j'ai montré. Il y a effectivement beaucoup de malheureusement de simples citoyens qui veulent juste montrer leur solidarité avec un peuple qui souffre et qui sont accusés d'apologie du terrorisme, etc. Et donc on vit vraiment un pays qui tombe chaque jour un peu plus dans la dictature. Et donc, merci beaucoup, Victor, pour votre témoignage. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour la fin ou je pense que vous avez dit l'essentiel peut-être? Non, oui, je pense avoir dit l'essentiel. Et juste ce que je voulais dire, ajouter, c'est que la raison pour laquelle les personnes du comité invisible avaient été suspectées, c'est parce que les textes qui étaient publiés, les textes étaient considérés comme faisant l'apologie du terrorisme. Hmm. Mais il y a quand même un pas entre l'apologie du terrorisme et la revendication d'actions de sabotage. Enfin, pas la revendication, la légitimité cette pratique-là, qui est une pratique de résistance contre laquelle l'État s'est toujours opposé, alors même qu'après, il en a fait un triomphe en se pensant comme un État résistant, quoi. Hmm. Le mythe. La personne connue à l'époque qui a pris le plus cher, je crois, il s'appelle Julien Coupa, je crois, ou Tout à ok. fait, c'était Julien Coupa et Mathieu Burnel. Et donc, en fait, bah là, moi, j'ai eu une interview, par exemple, sur Lundi Soir. Donc, Lundi Soir, c'est le format vidéo de lundi matin, un média finalement assez ancré dans la mouvance autonome. Euh,
critique sociale plutôt, hein, qui est plutôt menée par des universitaires hein, principalement et des militants de terrain. Eh bien, comme j'ai eu une interview avec Mathieu Brunel, bah, tout de suite, effectivement, plus en plus connaissant Juan Branco, écrivant sur le sabotage, il y a une manifestation, il y a un rassemblement dans le village et je pense que de manière complètement fantasmée et paranoïaque, les renseignements territoriaux ont fait des liens généraux qui sont en réalité complètement inexistants et complètement fantasmés. Et ce qui montre d'ailleurs, et ce qui est très inquiétant, que en fait maintenant, une revendication pacifique est considérée comme violente. Et ça, à partir du moment où une manifestation ou un rassemblement pacifique est considéré comme violent, là, je pense qu'on franchit véritablement un stade dans la perte de nos libertés fondamentales. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a le moindre élément important qui est dans cette affaire qui évolue dans le futur. N'hésitez pas à nous recontacter pour éventuellement faire une autre intervention. Très bien. Ben, je vous remercie. Merci. Et merci également à Victor. tous les... Au revoir. Au revoir. Merci. Ouais, c'est intéressant comme témoignage de voir à quel point effectivement tout ce qui peut être pacifique maintenant est tout de suite suspecté pour éteindre des voix dissidentes. Alors pas tout, non, c'est quand c'est des sujets sujets un peu touchy. Ouais, exactement. Non, parce que j'ai vu des manifestations complètement pacifiques, par exemple pro-Ukraine, là, ils sont pas du tout embêtés, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vrai. Tu as raison. Pas mal sont en région parisienne. Oui, ça me paraît évident dans ma tête, mais il vaut mieux le préciser parce que ça montre aussi la réalité des choses. Quand on est du bon côté du narratif, on peut faire toutes les manifestations pacifiques, on ne sera pas inquiété. En parlant de Pacifique, du coup, parce que je vais pas rester longtemps après. Alors. Il y a sur le 14 juillet, du coup, ça peut faire la transition avec ces sujets-là parce qu'il y a eu beaucoup de traitements, un petit mot dessus, parce que j'étais choqué par le traitement de l'information hyper guerrier qu'il y a eu ce jour-là. Encore une fois, donc il y avait Ardisson dont on a parlé tout à l'heure, qui n'était pas le sujet principal. Mais ça, c'était vraiment le sujet. Tu parles du discours de Macron Je parle même pas des discours politiques. Non, alors ça, c'est bon. J'ai poncé tous les discours politiques que je pouvais ces dernières années. Au narratif de la guerre, en tout cas. Non, là, ce qui continue de me choquer vraiment, c'est le traitement de l'information parce que les gens continuent de regarder ça. Parce que autant les discours politiques, les gens ne regardent plus. Par contre, visiblement, il y a toujours des gens qui relaient les informations des médias de masse que je n'ai pas envie de citer là. Mais je vous laisse imaginer, pour une fois, j'ai fait comme tu fais, j'ai regardé la télé là. Alors ça, c'est horrible. Alors, je l'ai fait qu'une journée. Tu as aimé. Et dessus, c'était assez intéressant parce qu'il n'arrêtait pas de faire des débats en disant non, mais il prépare vraiment. C'est là où on est à l'aube d'une tentative de Troisième Guerre mondiale. Ouais. C'est même pas l'aube de la Troisième Guerre mondiale. On est sur la tentative. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté là où il ne se cache plus. On avait des débats toute la matinée. Ces gens-là sur ces médias milliardaires en train de t'expliquer comment non mais les jeunes ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'ils ne s'impliquent pas Marco dans cette volonté d'aller contre la Russie. C'est parce que les jeunes n'ont pas compris n'ont pas vécu la guerre. C'est grave de dire ça. Surtout quand c'est des gens qui sont nés en 75 qui t'expliquent ça. Oui, c'est comme Macron dans son discours du 13 juillet qui dit qu'on a les dividendes de la paix. Alors, c'est quoi sa citation ? Nous ne disposons plus des dividendes de la paix dont disposaient nos parents. Mais en fait, ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est lui et ses prédécesseurs qui ont dilapidé ces dividendes de la paix. Et donc voilà. Et donc, et la génération de sa si vous voulez, on peut peut-être passer le zapping. Oui, alors je peux. Sauf si j'ai le droit de finir vite fait. Bon. Tu voulais finir. Est-ce que tu avais fait une petite compile de ce que tu avais vu, non ? Tu voulais nous. Non, j'ai préféré pas prendre parce que je veux pas mettre en avant ces gens-là. Mais ça, c'était important de rappeler pour les gens qui n'ont pas regardé, de voir effectivement tous les dialogues où il y a eu. On rappelle que le 11 juillet, donc 3 jours avant, il y a eu le chef d'état-major des armées qui était venu faire un discours pour dire comment la Russie avait ciblé la France, alors que la France cible depuis 3 ou 4 ans la Russie, voire depuis 30 ans. Donc du coup, c'est là où c'est très intéressant de remettre les informations dans leur contexte. Il y a un deuxième truc qui m'a choqué, ça va aller très vite, c'est sur un autre sujet, mais j'avais déjà pensé à d'autres années, c'est sur l'écologie par rapport au 14 juillet. Là, c'est pas par rapport au traitement médiatique, mais ça me fait marrer que le gouvernement promeut quelque chose, une fête militaire comme ça, puisque toute la journée, donc pour ceux qui sont sur Paris, on a entendu les avions de chasse qui sont passés toute la journée. Toute la matinée, c'est arrivé pendant 3 heures, ils te font ça. Donc t'as tout. La patrouille de France et tout. Exactement. Truc que t'entends à fond. C'est intéressant, moi j'habite à côté d'un bois parisien.
Et du coup, là-dedans, et la biodiversité, c'est important. On ne parle jamais de la biodiversité, c'est un tout petit sujet, mais je voulais rappeler que là, c'est quand même une période extrêmement importante de reproduction, notamment pour les hérissons, les chevreuils, les abeilles solitaires, les libellules, les couleuvres à collier, les grenouilles vertes, les pipistrelles, les merles noirs, les pics verts, les grives muscianes et les pigeons ramiers. Et c'est un impact C'est un impact complet. Le moindre bruit perturbe les périodes de reproduction. Les feux d'artifice aussi peuvent avoir un impact lors des gros feux d'artifice aussi sur les animaux. C'est vrai qu'il y a un impact sur... Et ça, c'est beaucoup plus régulier à la limite que les fêtes du 14 juillet. Et souvent, les animaux sont terrorisés. Hein. Mais oui, ils se cachent, ils ont peur. Les chiens, les chats, ils sont terrorisés. Ils se cachent sous le lit. Moi, quand j'étais petit, ça me faisait marrer parce que tu vois les avions passer, mais là, quand tu regardes ça et que tu as une conscience environnementaliste là-dessus, on parle pas de la fausse écologie avec les voitures électriques et tout ça. Mais quand tu reviens à la vraie écologie, faut prendre ça en compte et ça, on n'en parle jamais. C'est pour ça que je voulais faire un tout petit mot. C'est intéressant. Merci. Là où j'habite, malheureusement, il y a des avions de chasse qui passent de temps en temps à basse altitude. Et quand j'avais choisi cet endroit, je m'étais préoccupé de plein de choses, d'être loin d'une centrale nucléaire, d'être un endroit qui n'est pas en stress au niveau de l'eau, etc. Mais je n'avais pas anticipé que c'était parfois un terrain d'entraînement pour les... Parce que comme il n'y a pas beaucoup de monde qui habite là où je suis, forcément, ils en profitent pour voler à basse altitude. Et voilà. Et c'est vrai que mon chat n'aime pas ça du tout. Mais c'est intéressant parce que moi, je fais souvent les routes Alsace-Paris. Et tu as aussi énormément, il y en a beaucoup plus ces dernières années, de décollage ou de trajectoire, je sais pas comment ils appellent ça, mais de tests en tout cas d'avions de chasse. Parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire face à la Russie, ces Gugus là quand même. Romain, tu as parlé du chef d'état-major qui s'est exprimé, donc alors c'est une première dans l'histoire de la 5e République, et de la même manière qu'il y a eu le chef des renseignements quelques jours juste avant qui s'est exprimé, c'est également une première, c'était sur LCI je crois, BFM, un des deux, BFM je crois, ou LCI, peu importe. SEVAL, de toute façon, c'est deux chaînes. Et effectivement, c'est une première. Alors, je vous préviens d'emblée, mon zapping commence avec quelques extraits, mais c'est très très court, du discours de Macron du 13 juillet, mais c'est vrai qu'il y a des choses très importantes à commenter là-dessus. Tout à fait. Et j'en profite pour Charles complète très bien ce que je viens de dire là, parce que je l'avais même pas dit avec ces mots-là que dont tu as mis le commentaire, Miloud. Effectivement, ça montre d'autant plus le désintérêt et le politicisme de ces politiciens qui justement prennent juste un sujet, entre guillemets, l'écologie. Plus là, c'est de l'écologie nulle. Mais effectivement, il a raison de dire qu'il s'en tape de l'écologie. Bien sûr. Voilà. De compléter les propos. On lance le zapping, cher Raph ? Allez, et on revient dans 6 minutes 48, très exactement, en plateau. Je le disais, jamais, sans doute, notre liberté n'avait été si menacée. Liberté des peuples attaqués par les impérialismes et les puissances d'annexion. Liberté bafouée quand les règles de la guerre sont effacées, quand chacun s'exonère du droit international. Et quand il n'y a plus de règles, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Il a raison. Fallait s'y attendre. À force de céder à la pression émotionnelle, aux slogans creux, la France s'est couchée. Encore un peu plus. Et elle n'en mesure pas encore la portée. Accorder quasi systématiquement le statut de réfugié aux demandeurs d'asile de Gaza. Une décision qui en dit long sur notre naïveté ou notre lâcheté. D'abord parce qu'en admettant comme un fait établi que les Gazaouis sont persécutés, l'État français implique que c'est Israël qui les persécute. Or, que s'est-il passé depuis le 7 octobre ? Un massacre planifié, barbare, des crimes sexuels d'une ampleur inédite contre des civils israéliens et des missiles tirés par milliers vers l'État juif. Ensuite, parce que cette protection quasi automatique aux Gazaouis est une prime offerte à la propagande victimaire. On ne négocie pas avec ceux qui veulent nous rayer de la carte, on se défend. Et défendre son existence, c'est pas persécuter, c'est survivre. Alors, si tu peux mettre pause, pardon. Là, celui qui s'exprime, là, c'est Naftali Bennett, qui a été Premier ministre d'Israël. Et c'est complètement dingue, puisqu'il va parler de Wikipédia et la propagande que eux organisent. Donc, si tu peux remettre juste au début de la séquence, j'ai sous-titré moi-même. Ok, ça c'est énorme. Ouais, c'est personnage politique de premier ordre. With My Israel has arranged instruction day for wiki editors. The goal of the day is to teach people how to edit in Wikipedia, which is the #1 source of information today in the world.
as a way of example, if someone searches the Gaza flotilla, we want to be there. We want to be the guys who influence what is written there, how it's written, and to ensure that it's balanced and Zionist in nature. La justice israélienne vient d'emprisonner un journaliste israélien, Israël Frey. Pour quelle raison? C'est vraiment intéressant. Frey est le seul journaliste en Israël qui a démasqué le média mensonge des 8 bébés qui auraient été soi-disant brûlés dans le kibbutz que faisait visiter aux journalistes occidentaux ce lieutenant-colonel Vak. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de bébés brûlés ou décapités. C'est une histoire complètement inventée. Ce sont deux petits partis ultra-orthodoxes unis sous la liste judaïsme unifié de la Torah qui ont annoncé il y a 48 heures quitter la coalition. 7 députés de moins pour la coalition menée par Benjamin Netanyahou. Vous l'avez dit, une majorité qui désormais s'élève à 61 députés. Un seul député qui permet la majorité sur 120. La question, c'est bien celle de l'exemption de service militaire pour les étudiants de Yeshiva, ces écoles juives talmudiques. Il n'est pas dit non plus qu'il y ait un changement de cette loi, justement sous pression des partis ultra-orthodoxes, puisque lorsque des députés menacent de démissionner, cela prend généralement 48 heures. Mais ce qui est certain, c'est que cette question du service militaire pour les ultra-orthodoxes divise beaucoup la société israélienne. L'Iran serait-il parvenu à améliorer ses performances pour pénétrer les défenses aériennes israéliennes au cours de la guerre des 12 jours? C'est ce qui semble se dégager de l'étude menée par l'Institut juif pour la sécurité nationale de l'Amérique et citée par le Wall Street Journal. Au cours des 6 premiers jours de guerre, environ 9% des missiles iraniens ont réussi à pénétrer les défenses israéliennes. Le 13 juin, 102 missiles ont été tirés en 3 salves, 9 impacts ont été recensés, soit environ 9%. Mais plus les jours se sont écoulés, moins les salves étaient importantes, mais avec un taux d'impact plus élevé. Notamment le 21 juin où 26 missiles ont été tirés en 2 salves et 5 impacts ont été recensés, soit un taux s'élevant à 19%. Le 23 juin, on recense seulement 9 missiles tirés en 5 salves, mais 2 impacts, soit un taux de plus de 22%. Un pic à 37% a même été identifié le 22 juin, puisque 27 missiles ont été tirés et 10 impacts recensés. Par conséquent, au fur et à mesure du temps, bien que le nombre de missiles tirés ait diminué, ils étaient plus nombreux à atteindre leur cible. Selon le Wall Street Journal, l'Iran aurait donc réussi à améliorer ses performances et à pénétrer les systèmes de défense aérienne d'Israël en changeant ses tactiques de lancement et en localisant des failles dans les défenses israéliennes. Sur ce rond-point de la ville de Soueïda, il ne reste plus que des ruines d'une statue à l'effigie d'un personnage historique druze. D'autres sculptures du même type ont été saccagées, considérés comme blasphématoires par les islamistes radicaux. Sur cet autre rond-point, ces hommes des forces de sécurité syriennes s'affichent fièrement devant les décombres, en arborant le drapeau des HTC, le groupe de l'actuel homme fort de la Syrie, Ahmed al-Shara, qui promettait pourtant d'en finir avec les divisions interethniques. L'État hébreu, allié des Druzes, revendique de son côté de nouvelles frappes après une première salve lundi. Nous avons l'obligation de protéger la région sud-ouest de la Syrie en tant que zone démilitarisée à la frontière d'Israël. Nous avons également l'obligation de protéger les résidents druzes. Est-ce que vous diriez ce soir qu'Ahmed al-Shara, le nouvel homme fort en Syrie, s'est résigné à ce que le sud de la Syrie, majoritairement peuplé de Druzes, soit désormais un protectorat israélien où l'armée syrienne serait interdite d'entrer ? Conditionnel après 40 ans de détention, la Cour d'appel de Paris a finalement accepté la demande du Libanais Georges Ibrahim Abdallah, un Libanais de 74 ans qui purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité ici en France depuis 1987. La croix est restée debout, mais elle trône désormais sur des décombres. La seule église catholique du territoire palestinien a été durement touchée par une frappe. Le curé de la paroisse, le père Gabriel Romanelli, a été blessé. Et plusieurs personnes sont mortes. Dans un communiqué, le patriarcat latin de Jérusalem accuse directement l'armée israélienne. Ce matin, vers 10h20, l'église de la Sainte Famille à Gaza, appartenant au patriarcat latin, a été frappée par l'armée israélienne. Le patriarcat latin condamne fermement cette tragédie et cette prise pour cible de civils innocents et d'un lieu sacré. Cette attaque n'est pas une première. Au début de la guerre, cette église avait déjà été frappée. Et en décembre 2023, 2 paroissiennes avaient été tuées par balle alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur de l'édifice.
Voilà pour ce zapping. Actualité malheureusement très chargée. Des discours, effectivement, comme disait Romain tout à l'heure, qui préparent les esprits à une troisième guerre mondiale, ou en tout cas, Macron s'en cache pas. Il parle d'un conflit majeur sur le sol européen dans les années qui viennent. Ouais. C'est tout à fait inquiétant. Une chose qui est risible, tristement risible dans ce qu'a dit Macron, c'est qu'il a dit à un moment achetons européens en masse, en parlant de l'armement. Par rapport au fait que l'Europe doit se réarmer. C'est risible parce qu'on voit que l'Allemagne achète des F-35 et non pas des avions français. Il y a tout un tas de pays comme ça qui achètent bien plus volontiers du matériel américain qu'européen. Puis quand ils veulent acheter du matériel français, on voit que les Américains font tout pour saboter les transactions. On l'a vu avec Puis Macron, avec l'affaire Alstom et d'autres, on voit bien qu'il a largement participé à vendre les fleurons de l'industrie, et notamment de l'industrie militaire française, à des intérêts notamment américains. Exactement. Donc c'est tristement risible. On peut rappeler donc aussi que, j'en avais parlé très brièvement au NRA dernier, que Macron, puisqu'il avait fait un discours aussi avec son monologue britannique il y a quelques jours, il a déclaré qu'il souhaitait donc mettre la force, coordonner la force nucléaire française avec la force nucléaire britannique, sachant que déjà la force nucléaire britannique est coordonnée à la force nucléaire américaine. Ouais. Donc, en termes de souveraineté, on s'enfonce encore un peu plus dans la soumission. La vassalisation. Elle est plus que coordonnée, elle est dépendante. Voilà, merci pour la précision, Lazare, tu fais bien de le dire. Et sachant que Trump a dit que voilà, via l'OTAN, il fallait hisser à 5% des budgets du PIB, du budget des États, 5% en matière de défense. Et ce qu'on voit, c'est que Trump ne livre plus d'armes à l'Ukraine, entre guillemets, même s'ils vont peut-être le refaire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de pays européens qui achètent des patriotes aux États-Unis pour les donner à l'Ukraine. Donc c'est tout gagnant pour Trump. Exactement. Et encore une fois, l'Europe se fait coquiller, excusez-moi l'expression. Je voulais te demander, Raph, par rapport à ce soutien du gouvernement d'Israël aux Druzes, il date de quand et quelle est la raison géopolitique de ce soutien-là? Alors, en fait, c'est encore divisé pour mieux régner. Il faut savoir qu'en fait, en Israël, le soutien d'une grande partie des Druzes, elle date d'avant même la création de l'État d'Israël. Elle date des années 1920, sachant qu'il y avait déjà un proto-État israélien qui était en train d'être mis en place à cette époque-là. Et puis, en 1948, également, au moment de la création de l'État d'Israël, un certain nombre de Druzes se sont mis du côté des Israéliens. Il faut savoir que les Druzes aussi ont subi, comme ils étaient considérés par un certain nombre de sunnites comme étant des hérétiques. Voilà, c'est pour ça aussi que ça explique qu'ils ont parfois cherché à accéder au soutien du pays où ils vivent. Parce que les Druzes sont à cheval sur 3 pays, le Liban, la Syrie et Israël. Et leur attitude n'est pas du tout la même dans ces 3 pays. Il faut savoir que les Druzes font leur service militaire en Israël, contrairement aux Palestiniens arabes, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, les Palestiniens arabes qui ont la nationalité israélienne. Et il y a eu ce qu'on appelle le pacte du sang. Je crois que ça date des années 1960, où vraiment il y a eu un lien très fort entre l'État d'Israël et les Druzes israéliens. Et donc ils ont accès aujourd'hui. Il y a eu, à l'époque, c'était des unités complètement druzes, qui faisaient partie 100% druzes, qui faisaient partie de l'armée israélienne. Et puis, dans les années 80, je crois, finalement, ces unités 100% druzes ont cessé d'exister. Et donc, ils ont été mélangés à d'autres unités avec d'autres Israéliens. Mais voilà, donc eux, ils font leur service militaire, contrairement aux Palestiniens, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Et contrairement, on en a parlé brièvement dans Zapping, aux orthodoxes, aux ultra-orthodoxes ou à différentes communautés juives qui, eux, ne font pas leur service militaire. Et donc, il y a des Druzes au plus haut sommet de l'État, il y en a des diplomates, il y a des députés druzes, etc. Et il y a un ami très proche de Netanyahou aussi qui est druze. Au Liban et en Syrie, ce n'est pas du tout la même chose. Les Druzes sont très attachés au panarabisme, à la cause arabe, et donc, notamment au plateau du Golan qui a été annexé par Israël récemment, je crois dans les années 80. Eux peuvent avoir la nationalité israélienne et à très très large majorité, c'est 80, 90 ou 95%, ils ont toujours refusé d'avoir la nationalité israélienne et eux ne sont pas du tout du côté d'Israël. Et donc là, le Golan est un territoire syrien, il faut le dire. L'annexion du Golan n'a jamais été reconnue par qui que ce soit, sauf par Trump lors de son premier mandat. Et donc là,
comment dire, Israël est en train d'augmenter la zone de Syrie qu'il occupe illégalement, puisqu'il y avait une zone tampon qu'ils ont élargie au-delà du Golan, et ça a été précisé par pas mal de gens, de spécialistes. En fait, c'est des énormes réserves d'eau dans la région, les plus grosses réserves d'eau dans la région, et donc il y a aussi cet enjeu-là, et aussi des montagnes qui permettent d'avoir un point culminant au niveau tactique militaire. C'est comment dire, quelque chose qui avantage énormément Tsahal, l'armée israélienne. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Après, je ne suis pas un grand spécialiste de cette question-là, mais... je comprends mieux, du coup, l'intervention de Netanyahou et sa déclaration par rapport aux Druzes. Et effectivement, c'est sûr que ça crée des déstabilisations encore plus marquées dans la région. C'est un pompier pyromane sur la question druze, en fait, Netanyahou, puisqu'il fait semblant de protéger les minorités, la minorité druze. Il se présente comme le gendarme de la région, alors qu'en fait, par exemple, il y a eu un moment, c'était en 2019, je crois. Non, c'était plus récemment que ça. Il y a eu une requête soi-disant, il y a un an, une requête soi-disant tirée par le Hezbollah sur un village druze. Il y a eu quelques morts. Et donc Israël a accusé le Hezbollah, alors qu'il n'y a aucune preuve que ce soit le Hezbollah qui ait tiré, et que le Hezbollah n'a évidemment aucun intérêt de tirer sur les Druzes. Les Druzes ne sont pas du tout les ennemis du Hezbollah. Oui. Et donc il y a cette instrumentalisation-là. Il faut savoir qu'il y avait aussi des combattants d'Al-Nosra qui étaient emmenés de la Syrie pendant ce qu'on appelait la guerre civile, mais en fait qui est une guerre fomentée par l'étranger contre l'État syrien, qui étaient emmenés vers Israël pour être soignés là-bas, donc les combattants d'Al-Nosra, et que les Druzes s'étaient interposés, ils avaient tué un combattant d'Al-Nosra, ils en avaient blessé un autre, parce que c'était donc des Druzes, si je ne me trompe pas, qui étaient non pas de la région de Soueda, mais je crois du plateau du Golan, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous pouvez retrouver ça facilement sur Internet. Ok, merci pour l'explication. Je t'en prie. Et donc merci d'avoir reçu Adnan Azam, puisque lui a été gouverneur dans cette région à une époque. Et c'est un personnage vraiment très attachant, Adnan Azam. Il avait interviewé pour le Cercle des volontaires, pour la petite histoire, c'était Roland Dumas, un jour où je ne pouvais pas venir filmer. Donc c'était une journaliste que vous connaissez bien et que je connais très bien, Estelle Bratezani, qui avait filmé pour l'occasion cette interview. Donc le monde est petit. C'est vrai. Et tout le monde est résistant encore plus. Tout ce beau monde s'est réuni ces dernières années, c'est vrai. Alors, Georges Ibrahim Abdallah, qu'il ait effectivement été l'auteur des meurtres dont on l'accuse ou pas, ça reste un résistant. Il faisait partie du Front de libération de la Palestine, le FPLP, et c'est un organisme qui n'est pas du tout affilié à une religion comme le Hamas. C'est un mouvement laïque et qu'on peut tout à fait qualifier de résistant, quels que soient éventuellement les crimes de guerre qu'ils aient pu commettre, mais en tout cas, fondamentalement, c'est un mouvement de résistance. Et précisons aussi que Georges Ibrahim Abdallah était libérable depuis 1999. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que depuis 1999, il était libérable, parce qu'en fait, on dit à perpétuité, mais la perpétuité, ça n'existe plus en France depuis bien longtemps. Et en fait, c'est sous pression des gouvernements et des services américains et israélien qu'il a été maintenu aussi longtemps en détention contre tout bon sens, parce qu'aujourd'hui il est libéré à l'âge de 74 ans. Voilà, il a été expulsé directement au Liban. C'était le plus vieux prisonnier politique, on va dire, la personne qui a été le plus longtemps prisonnier politique en France, en Europe et je crois même au monde. D'ailleurs, il y a des gens qui ont peur pour sa sécurité quand il sera expulsé. Et donc, on ne sait toujours pas s'il a commis ou pas les actes qui lui sont reprochés. Lui, il a nié, mais il a été jugé coupable. Donc, à part lui et Dieu... On va peut-être essayer de demander à Dieu, mais... Il y en a qui essayent depuis longtemps. C'est pas sûr qu'on ait une réponse précise. Ok. Est-ce qu'on peut regarder les autres sources que je t'ai envoyées ? Tu m'avais partagé tes nombreuses sources. Alors, je les prends dans l'ordre. C'est intéressant, juste avant que tu les retrouves, c'est parce qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat que tu fais remonter, Miloud, sur mais les politiciens sont pourris, comment est-ce qu'on fait pour aller vers un monde meilleur et tout ça.
les politiciens sont pourris comme ça depuis 13 millénaires. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on impulse quelque chose de nouveau. Donc commencez par vous rassembler, commencez par faire des synergies, commencez par faire même des tout petits trucs collectifs citoyens. Voilà ce qu'on répète souvent dans les émissions, mais prenez même 1 heure par jour en dehors de votre travail et de tout ça. On sait que c'est pas facile avec le temps de travail aujourd'hui, qui est complètement... plus le temps de trajet, de transport. Plus le temps de faire du sport, de bien manger, d'aller faire les courses, c'est horrible. Mais c'est comme ça qu'ils nous cloisonnent. Le monde n'est pas pourri par le mal qui est fait. Le monde est pourri par le ratio entre le mal qu'ils font et notre incapacité le temps qu'on a du positif. Oui, tu paraphrases, Romain, la citation, je crois qu'elle est vraiment de Einstein. Je ne crois pas que c'est une fausse citation, mais j'en suis pas sûr. Donc lisez le livre Einstein dans Comment je vois le monde est passionnant sur sa philosophie. Donc la citation, la citation, c'est « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et qui laissent faire ». Je trouve que c'est une phrase, une punchline de ouf, qui est plus vrai que jamais aujourd'hui. Et j'ai acheté le t-shirt de Géraldine là-dessus qui le met, mais cette citation est négative, puisque c'est intéressant justement, il en parle par la négative. Moi, je préfère dire justement impulser du positif. Effectivement, c'est ça qui va... Ce n'est pas de regarder les gens qui ne font pas, c'est comment nous, on va réussir à impulser du positif, parce qu'on se laisse trimballer depuis trop longtemps. Ce qui va nous sauver, c'est l'insurrection des consciences. C'est un combat qui est, c'est une révolution qui est spirituelle avant tout. C'est pour ça que j'aime bien le terme de révolution avec le R entre parenthèses. Révolution, c'est-à-dire c'est une évolution de chacun d'entre nous. C'est dans notre cœur et dans nos consciences que ça se passe. Après, c'est pas interdit. Forcément, cette révolution spirituelle va avoir des implications politiques parce que tant qu'on laisse le pouvoir à ces gens-là, ils vont saccager, ils vont créer du mal et de la souffrance et de l'injustice sur Terre. Et donc, c'est intéressant de regarder que ce soit des gens comme Juan Branco, que ce soit des gens comme même Florian Philippot, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit, il a quand même, sur la crise sanitaire, il a beaucoup œuvré. J'en parlerai tout à l'heure à propos de l'identité numérique et du crédit social qui est en train de naître en France et en Europe. Il y a François Asselineau, il y a un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques qui sont très intéressantes à suivre. Mais malheureusement, il y a encore trop ce clivage gauche-droite. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la solution viendra de l'étendard d'une constitution écrite par et pour le peuple, avec des constituants tirés au sort. C'est ce que promeut notamment Étienne Chouard. Et ça peut vraiment tous nous rassembler, qu'on soit de gauche ou de droite, ou qu'on soit dégoûté de la politique. Voilà, parce que la Constitution, c'est la règle fondamentale dont découlent toutes les autres lois dans un pays. Et tant qu'on aura une constitution écrite par et pour des gens de pouvoir, avec zéro contre-pouvoir, ou des pouvoirs contre-pouvoirs quasiment inexistants, voilà, on est piégé nous-mêmes par les règles du jeu. Il faut réécrire les jeux du Monopoly. Et dernière chose par rapport à ça, excuse-moi Romain, je sais que tu veux rebondir. Il y a plein de commentaires, c'est tout. Vas-y. C'est que ce que les ateliers constituants d'Étienne Chouard ont pointé du doigt de manière très très massive et à chaque fois avec des gens de conditions très diverses, c'est que la Constitution est censée séparer les trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Mais en fait, il y en a 2 autres qui ne sont pas nommés. C'est le pouvoir médiatique et le pouvoir financier qui sont au-dessus des 3 premiers, sachant que le pouvoir médiatique est complètement manipulé par le pouvoir financier et que la vraie Constitution qui nous libérera va nommer le pouvoir financier et le pouvoir médiatique et va les séparer l'un de l'autre déjà. Exactement. Et les 3 premiers, législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc je réponds, il y a plein de commentaires, on ne va pas pouvoir répondre à tout, mais c'est intéressant parce qu'on a soulevé un gros débat là-dessus, parce que les gens justement sont perdus en fait sur comment est-ce qu'on reprend en main ça. Je voudrais juste répondre à... parce qu'il y en a qui nous demandent comment faire sans violence à la fin. Ça, on pourra y répondre dans d'autres... Très bonne question. Dans d'autres, on va te laisser finir ta chronique. Juste, il y a Fan, je crois, qui mettait tout à l'heure, j'ai oublié son nom, qui mettait comment est-ce qu'on trouve des groupes près de chez nous. Il y a des groupes, il faut essayer de trouver les groupes. Il y a déjà des. Allez sur le Discord déjà. Les méta-entités. Ah oui, il y a la Solaris aussi. Les méta-entités avec les Colibris, Solaris, tout ce qui est Réinfo Covid. Il y a encore la farandole aussi. Les enfants phares, tu veux dire ça, ils sont plus... la farandole avec Céline. Oui, c'est ça, c'est les enfants phares. Les enfants phares. Ouais, eux, ils sont plus en Picardie. Pareil, ouais. Et justement, c'est vrai que Céline, elle a du mal justement à faire sortir les gens de chez eux. Et donc, c'est pas de trouver des groupes. C'est juste que là, les gens ont du mal à sortir de chez eux. Donc, pousser les gens à faire des trucs positifs. Et nous, c'est là où je suis content parce que nous, le petit truc qu'on a là, le Café Nexus, qui est juste un début, parce qu'on va impulser des trucs de là. Et il y a le Discord, c'est vrai, les amis. Merci d'avoir partagé le lien. Pour vous l'approprier et faire des choses autour de chez vous. D'ailleurs, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir au Café Nexus. Il y en aura un prochain le 30 août. Tu m'as dit le 30 août. 30 août, c'est juste avant le 5 septembre. Voilà. C'est vrai, et le 5 septembre, on pourra aussi... c'est aussi une façon de se voir, de créer du réseau, du lien, de la confiance. Et ensuite, d'œuvrer ensemble. Parce que je pense que sans confiance, malheureusement, on peut faire la révolution. Mais si c'est après pour recréer les mêmes divisions, on va pas gagner au change.
Ouais, ça, en tout cas, ce qu'il nous faut, c'est des lieux de positif. Parce que moi, j'ai bourlingué beaucoup dans des assos qui étaient mortifères. Et c'est là, moi, ce qui m'étonne le plus, en fait. Plus que la corruption. La corruption, ça fait 13 millénaires qu'elle est là. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on n'ait pas d'espace de joie dans les assos. Donc moi je suis content parce que là les gens quand ils parlent des cafés Nexus ils ont la banane, c'est un tout début donc on va voir combien de temps ils ont la banane et en fait il faut pouvoir partir de ces lieux en ayant la banane. Moi j'ai combien d'assauts j'ai fait où les gens sont là ouais ça va bien on fait aller tu vois ce que je veux dire genre, c'est vrai. Il nous faut des endroits où on kiffe parce que c'est comme ça qu'on arrivera à le faire toute notre vie. Ils veulent enterrer notre joie de vivre et notre espoir, donc la meilleure des façons de se révolter c'est déjà de garder la foi. Et je dirais ensuite, c'est vrai, la question c'est il faut dégager ces gens, il faut par la violence, etc. Oui et non, moi c'est vrai que c'est dur de trancher. J'ai envie de dire, moi je laisse les gens qui veulent aller avec leur fourche chercher Macron à l'Elysée et se taper contre les quelques... Il y aura un autre Macron qui va arriver. Il y aura un autre Macron qui va arriver. Et comme dit Chouard, si on ne sait pas écrire la Constitution, juste par rapport à la Constitution, parce que tu parlais des ateliers constituants, si on ne sait pas écrire notre propre Constitution, c'est bien beau d'aller chercher les tyrans et les virer. Si on ne sait pas créer des lieux politiques positifs, tu vois, y a pas... ça c'est un pan, la Constitution. Si on n'arrive pas à nous-mêmes à créer des trucs où on a envie d'aller faire des cafés associatifs et tout ça, il y a aussi le Kawa qui fait des super trucs à Paris. Donc il y a des lieux que vous pouvez trouver en tapant café associatif près de chez vous. C'est juste des fois les gens ne font pas la démarche. Donc la première truc, c'est tout con. C'est faites la démarche. Et alors, s'informer, se réinformer, c'est bien, mais c'est nécessaire, mais c'est pas forcément suffisant. C'est vrai que quand on est tout seul chez soi et qu'on découvre la façon du monde, ça nous fait désespérer. Et le désespoir, tu parlais tout à l'heure à l'instant d'espoir, c'est vraiment ça qu'il nous faut, c'est retrouver de l'espoir, parce que quand on est dans des désespoirs, on nourrit une sorte d'égrégore négatif, d'impuissance, et dont ce système se nourrit finalement. Donc c'est important. Et pour être dans l'espoir, c'est quand on est tout seul chez soi, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que se retrouver avec d'autres, on se sent un peu moins seul. Exactement. Et après, si on peut être un peu aussi dans l'action, c'est bien parce que on a l'impression d'être un colibri et on se dit bon, peu importe comment le monde tourne, finalement, moi au moins je fais ma part et tout de suite ça nous soulage beaucoup. Tout à fait. Et c'est un très beau message, Raphaël, ce que tu viens de dire. Ouais. Merci. Et autre chose, c'est pas forcément la violence, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura forcément une sorte de rapport de force pour pouvoir changer les choses à un moment donné. Mais ça passe pas forcément par la violence au sens strict du terme. C'est à un moment donné, il faut faire masse, mais autour de non pas de division, mais plutôt d'accords communs. Ce qui nous unit, en tout cas ceux qui veulent un monde meilleur, c'est ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, pour reprendre la devise du cercle des volontaires. Et c'est vraiment important. Il ne faut pas penser qu'il faut qu'il y ait 51% de la population qui soit unie pour que les choses changent. Il suffira de 5, 10, 15, 20% de la population, ce qui est déjà énorme, qui soit unie, qui soit autour d'un constat commun sur ce qui ne va pas et sur un certain nombre de diagnostics de ce qu'on pourrait faire. Moi, je crois que c'est plus, mais bon. Oui, je pense que c'est plus. Mais quand on regarde des études comme sur les créatifs culturels, notamment avec l'étude d'Ariane Vitalis qui avait fait un excellent ouvrage il y a une dizaine d'années là-dessus, on se rend compte qu'on est déjà 15, 20, 25% de la population à être très conscient sur beaucoup de sujets. Ouais. Et c'est juste qu'on est un peu encore trop divisé avec des fois certaines œillères un peu de gauche ou un peu de droite ou autre, ou en pensant que ma cause c'est la meilleure, c'est la plus importante, plus que toutes, par exemple la cause animale ou écologique, ou alors la cause à Gaza. En fait, toutes les causes sont importantes. Ou les réseaux politiques criminels. Il n'y a pas un sujet qui est plus important que d'autres puisque tout est relié en fait, tout est lié. Complètement d'accord. Et donc Alliance Populaire qui nous dit de mettre des cafés Nexus partout en France. On a le projet de ça. Ça va être. Faut qu'on l'organise, faut qu'on arrive. La saison prochaine, on va essayer de déployer ça et de rendre accessible. Si on a des organisateurs phares comme Alliance Populaire qu'on a rencontré, qui étaient venus au premier, tu vois, il y a des moyens. Et c'est là où le Discord va nous permettre de faire ça, mais aussi c'est créer ce lien, tisser ce lien. Ça peut être par Nexus, ça peut être par d'autres organisations, d'autres associations. Il faut que ce soit par tout le monde. Par qui peut, mais comme disait Raph, chacun va faire un peu son œuvre. Il y a ceux qui vont être à ce poste-là, d'autres vont être à d'autres postes. Je pense que l'univers conspire dans le bon sens en faisant en sorte que tout le monde séparément est en train de s'organiser. Peut-être qu'un jour il y aura du lien pour permettre à tout ça d'avoir du relief. Et il faut répondre à quelqu'un. Je crois que c'est Sylvie qui nous disait tout à l'heure, c'est pas notre rédacteur chef, mais une autre Sylvie qui nous dit, c'est notre rédacteur chef, s'appelle comme ça. Sylvie aussi. Il y en a une autre qui vit à la campagne aussi. Et là, il y a une Sylvie qui vit à la campagne et qui dit, mais comment organiser quand on vit à la campagne ? Bizarrement, les gens à la campagne sont beaucoup plus, des fois, entreprenants dans les réseaux que les gens sur Paris. Alors après, ça dépend. Il faut juste avoir des bons moteurs. Tu vois, à Paris, tu as à Massy-Palaiseau, Martin, il se déploie comme un malade. Et lui, c'est un
un acteur, Martin Losian, là, Les Enfants d'Hippocrate, L'Armée du Cœur, etc. Il fait plein de trucs comme ça. Il avait organisé des manies. Il n'a pas le temps, le gars, mais il le fait. Il le fait justement parce que lui, ça lui donne du plaisir. Donc, mais c'est même à la campagne, c'est possible parce que je vais vous dire un truc très qui a presque rien à voir, mais qui a rassemblé du monde. Qu'est-ce qui a rassemblé du monde dans le village dans ma famille en Normandie, à Villedieu-les-Poils. Villedieu-les-Poils. Alors là-bas, c'est les poils comme les pales à foire. Les poils à foire. C'est quoi le gentilé de ce petit bled? J'en sais rien. Les villes divins. Faut le trouver celui-là, je sais pas. C'est rigolo. Ça s'appelle même Villedieu-les-Poils Rouffigny maintenant. C'est mignon. Et donc c'est intéressant parce que là-bas, c'est une ville qui ne bouge pas du tout. Moi, dans ma famille, les gens bougent un petit peu, ils font des trucs là-bas associatifs et tout, mais alors les gens n'arrivent pas à sortir. Donc c'est comment tu fais sortir les gens? Et là, le seul truc qui a fait bouger les gens dans cette ville, c'était il y avait un gars de la Starac qui avait gagné peut-être en 2023, la première saison de la Starac, qu'ils ont remis là. Tu sais, ils ont refait cette émission. Ça existe encore. Ils l'ont répondu là, avec Nikos, ils l'ont aussi ressorti de son gars vient de ce EHPAD. village, non? C'est ça? Et donc le gagnant sortait de ça. Ouais. Et du coup, ils ont fait. C'était la fierté. Et je pense que personne ne se souvient de son nom, je crois. Ce chanteur, je crois qu'il a eu une petite carrière tranquille. Mais c'était là, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Là. Bref, on s'en fiche de sa carrière. Alors, la starification les a là, les rues de Villedieu étaient pleines. Donc bref, recréer des trucs. Donc après, ça c'est tout con parce que c'est la télé, donc tu vois encore le pouvoir de la télé. Mais si on arrive justement à faire sortir même 10% de ces gens-là, de leur dire mais venez, on va profiter dans des trucs comme ce dont on parle Raph, bah là, il y a moyen de rassembler les gens. Ça peut être via des ateliers constituants, donc des choses entre guillemets qui ne sont pas affiliées à un mouvement politique au sens strict du terme. Ça peut être le réseau Solaris, mais ça peut être aussi j'ai cité que ce soit à gauche ou à droite. De la droite, il y a par exemple Florian Philippot, au centre Asselineau, Juan Branco, et j'ai vu un interview. Il a fait les ruches. Je voulais en parler. C'est ça, les ruches. Ça a l'air très intéressant. Ouais. Donc inscrivez-vous, quelle que soit votre tendance, votre sensibilité, inscrivez-vous. Et puis le jour J, au moment où il faudra se unir, on verra bien quels sont les mouvements, qui soient politiques ou apolitiques, qui jouent le jeu de l'union autour non pas des personnes et des guerres de chapelle et des guerres de go, mais au contraire, et des idéologies, mais au contraire autour de corpus communs et des choses qui, en fait, parce que l'essentiel a déjà été dit. Maintenant, il faut qu'on fasse un petit peu un travail de compilation de tous ces auteurs, tous ces lanceurs d'alerte, tous ces lanceurs d'avenir magnifiques qui ont écrit des ouvrages, qui ont fait des documentaires magnifiques, et pour avoir une sorte de pléiade de la Révolution. Et une fois qu'on aura ça autour des idées, là, on pourra vraiment faire quelque chose. Complètement. Et là, il y avait quelqu'un qui nous demandait comment trouver Martin à Massy. Typiquement, c'est des trucs tout con. Martin fait des collectifs Réinfo Covid qui sont vers Massy, dans le 91, dans l'Essonne. Donc voilà, tout bêtement, rapprochez-vous de ces collectifs. Et là, vous serez en contact avec plein de personnes qui vont faire des synergies. C'est vrai que les réseaux Réinfo Covid ont été assez forts pour fédérer des gens et tisser des liens en dehors du sujet Covid. Mais si on monte une asso, on peut faire des réseaux Nexus, pas du tout pour concurrencer, mais pour compléter, parce que justement, il faut que tout le monde puisse faire les trucs. Mais ça pourrait être bien aussi d'avoir des saison prochaine. Ouais. Les amis de Nexus. On a déjà le nom. Nexus Lab. Nexus Lab, on va voir. Et Lazare a monté un site pour avoir il n'est pas encore prêt. Oui, il est encore en train de monter un site internet pour avoir un agenda culturel. Plein d'espoir. Ouais, d'ailleurs, Marc, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à trouver une carte où les gens pourront mettre eux-mêmes leur. Ça, c'est super. Voilà, parce qu'on voulait faire un site, on voulait faire une plateforme qui permette aux gens de cartographier sur la carte de France les lieux où il y a des événements, des associations, besoin d'aide ou propositions d'aide, etc. pour que les gens s'organisent sur cette petite carte collaborative. Donc notre cher Lazare a trouvé la solution. Et on pourrait mettre un calendrier sur ton truc en fait, comme ça on met toutes les grands événements associatifs qu'il y a sur par mois. Je sais pas encore comment faire, mais je vais chercher. Ah ouais, non mais si tu arrives, bah top, franchement bravo. J'apprends au fur et à mesure. Le mec est un touche à tout, il fait tout. Je sais pas si c'est dont tu parles, c'est ce dont tu parles, Lazare, mais je crois qu'il existe déjà 1, 2, 3 cartes interactives qui recensent toutes les associations, tous les oasis qui existent, toutes les initiatives alternatives qui existent en France. En fait, là, ce serait pas une carte qui recense, ce serait une carte sur laquelle les gens pourraient eux-mêmes rajouter des points d'intérêt. Ouais, ils ont commencé à en recenser un certain nombre au début pour que ça existe, et puis après, maintenant, chacun peut rajouter. Ok. Ouais, c'est ça. Je rappelle qu'il y a kiffaitquoi.fr avec des cas, c'est pas des. Ah oui. C'est le truc justement promu par les enfants phares. Mais en soi, que ça existe, c'est très bien. Et en fait, le fait qu'on mette les mêmes initiatives dans plusieurs types de réseaux, ça permet justement d'augmenter de façon exponentielle la capacité aux gens d'avoir accès à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il te manque une chaise, cher ami. Est-ce que tu seras à la soirée Nexus ? C'est ce que j'ai demandé. Raph sera à la soirée Nexus.
Je vais tout faire pour être là, sachant que... C'est pas une réponse qui nous convient. C'est Laetitia qui C'est ce que je pense aussi. Dire oui, ça ne suffit pas, Raphaël. Hein. La mère de mon fils y sera aussi, donc il faut qu'on trouve une solution de garde parce que c'est une semaine après la rentrée. Mais je vais tout faire pour être là. Mais c'est peut-être un jeune rebelle qui peut venir. Bah ouais, pourquoi il n'y en a pas? On a bien un chien rebelle ici. Oui, après, je suis pas sûr que la mère de mon fils soit forcément pour. On mettra une petite garderie dissidente dans le théâtre, tu sais. Un petit théâtre pour enfants. Je ne vais pas mettre une solution. En tout cas, la mère de mon fils, France, même si on n'est plus ensemble, c'est une très belle personne, magnifique, avec un grand cœur, et je la salue au passage. Et voilà. Bon, en tout cas, on la confier dans ma famille un truc. On va trouver une solution pour ton bourbon. Le prochain Café Nexus, demande Martine, ce sera le 30 août et c'est dans Paris, dans le 13e. C'est au 14 rue de Pâté. Alors attends, je suis en train de dire ça, mais on n'a pas validé le lieu. Normalement, c'est tout bon parce que notre site quand même nous permet de rester jusqu'à 22h. Normalement, ça devrait être bon, mais on n'a pas encore l'aval de la propriétaire. Mais en tout cas, vous pouvez réserver le 30 août, ça devrait être dans Paris. Voilà. Et il y en aura même dans Marseille, normalement, l'année prochaine aussi. Oui, parce que tu vas. Il y a un transfert de. C'est Farid qui. Mais tu peux me demander de me décaler. L'équipe technique est parfaite. Notre cher Farid est arrivé. Farid. Et on n'a pas de chaise pour l'accueillir. Donc il faut que Jenna, tu lui prêtes ta chaise très inconfortable. Ah bah il te donne une belle chaise. Et à la il te place. donne une chaise beaucoup plus confortable. Voilà. Alors je vais essayer de clore pas trop. Alors vas-y, on va divaguer. On va zapper un peu sur les articles. Alors, bonsoir Farid d'ailleurs. Là, je vais mettre un petit peu la caméra sur notre. Il te dit bonsoir Farid. Attends une seconde. Ah, ça y est. Vas-y Raph, enchaîne le temps qu'il fasse le cadre. D'accord. Alors du coup, j'aurais aimé qu'on puisse montrer les articles. Du coup, n'enchaîne pas. Le premier article, je peux en parler tout de suite. Donc c'est un article de la Provence du 9 juillet 2025. L'Espagne ouvre une enquête pénale contre Netanyahou. Pardon. Non, c'est pas c'est pas toi, Raphaël, t'inquiète. Ok. Silence autour de la table. L'Espagne ouvre une enquête pénale contre Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de l'interception du Madeleine, donc qui était un des bateaux de la flottille pour Gaza, puisqu'il a été arraisonné dans les eaux internationales, ce qui est un acte de piraterie, un acte complètement illégal. Voilà. Salut. Donc ça c'est salut Fadu. Salut Raph, ça roule. Ça serait bien, et toi? Ouais, moi ça roulait pas terrible, hein. C'était le périph', c'était bouché, putain. C'est le chassé-croisé des vacances, là. Ah oui, vendredi soir, ouais, c'est dur, là. Vas-y, Raph, pardon. Donc voilà pour le premier article. Deuxième article, c'est un article de l'AFPS, donc Palestine Solidarité, qui date du 11 juillet. Tour de France, violente répression de la dénonciation du blanchiment de crimes, de crimes d'Israël par le sport. Puisqu'il y a une des équipes qui participe au Tour de France, c'est donc une équipe israélienne. Si tu vas un petit peu plus bas, il y a son nom dans l'article. Donc c'est l'équipe Israël Première Tech. Voilà, donc ils en profitent pour faire la promotion de l'État d'Israël en plein génocide à Gaza, c'est indécent. C'est un peu indélicat. Si tu veux lire quelques passages du premier paragraphe, on voit qu'ils n'ont pas été de main morte pour Ouais. À Caen, le 9 juillet, d'autres membres de l'AFPS ont été gazés, jetés à terre. Une banderole a été lacérée de coups de couteau et détruite. Drapeaux palestiniens ont été volés ainsi que des kéfiers, tandis que d'autres objets personnels ont disparu. Des policiers qui sont livrés à ces violences ont affirmé qu'ils avaient reçu la consigne qu'aucun drapeau ou marque de soutien à la Palestine ne soit visible sur le parcours du Tour de France. Ah oui, d'accord. À Flers, le 10 juillet, une dizaine de militants se sont vus interpellés et là aussi, des drapeaux palestiniens ont été confisqués au prétexte que le port de signes religieux est interdit lors de compétitions sportives. Ouais, alors ça rappelle la France de Pétain, hein, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une manifestation en France sous Pétain avec des sportifs nazis, allemands nazis, et qu'en disant ceux qui voudraient exprimer leur soutien... T'as vu, t'as été trop loin là, t'es noir, tout de suite on a coupé l'image. Censure. Le mec t'a coupé tout de suite. Vous m'entendez? On t'entend toujours. Okay, on ne voit plus. Tant pis pour ma trogne. Et de toute façon, voilà. Ouais. Et que donc, il serait interdit de marquer son soutien à tous ceux qui sont dans les camps nazis, c'est-à-dire les juifs, mais pas uniquement. Il y a aussi les homosexuels, les handicapés, les tziganes, les communistes, les résistants, les communistes, etc. Donc voilà, c'est très grave ce qui se passe en France. La France est de plus en plus sous occupation sioniste et un des premiers à l'avoir dénoncé, c'est Alain Soral. Voilà, il y a une vidéo qui date de 2011 où déjà il le disait à la télé chez Tali.
Quand il y avait encore une télé. C'était des rares émissions où on pouvait dire des choses. Avec aussi, d'ailleurs, on peut mentionner, puisqu'il est décédé, vous en avez parlé très récemment, Ardisson avait invité Thierry Messant, qui est l'auteur du livre L'effroyable imposture à propos du 11 septembre, et David Laurent également, le journaliste David Laurent. Donc c'était quand même quelqu'un qui essayait d'inviter des personnes qu'on n'invite pas ailleurs. Voilà, on peut le saluer aussi pour ça. Saluer sa mémoire. Autre article. Donc I24 News, et donc ça c'est 2 jours avant les massacres de Soueida. Le président syrien Al-Shara, alias Al-Joulani, rencontre des responsables israéliens en Azerbaïdjan pour discuter d'un accord sécuritaire. D'accord. Voilà, est-ce que Al-Shara va reconnaître le Golan et davantage peut-être que le plateau du Golan comme territoire israélien, on ne sait pas. Peut-être. En tout cas, on sait qu'il y a une volonté manifeste de le faire intégrer aux accords d'Abraham. Donc ça, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé. J'ai posé la question, Raphaël, puisqu'on parle de ce sujet. Est-ce que tu penses que les bombardements sur Damas, c'était pas un avertissement pour lui ? Mais bien sûr, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a des frappes du côté du palais présidentiel. C'est une menace pour lui et pour les gens qui sont autour de lui au pouvoir. Après, quand on sait d'où vient Al-Shara, on peut se supposer qu'il est quand même de toute façon un peu complice depuis le départ. C'est-à-dire quelqu'un qui... ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à tous les autres groupes djihadistes islamistes de Syrie, lui, quand il s'est installé du côté d'Idlib, tout de suite, il y a eu des gens qui étaient très formés à gouverner, c'est-à-dire à administrer les zones d'Idlib. Ce que ne faisaient pas du tout les autres groupes djihadistes. Et donc, ça a fait dire que, voilà, puisqu'il y a eu des informations comme quoi les casques blancs, qui étaient soi-disant des humanitaires, qui étaient les premiers à chaque fois qu'il y avait des soi-disant attaques ou des vraies attaques à l'arme chimique pour accuser Bachar al-Assad. On sait qu'il y avait des liens avec le MI6 et voilà, donc les États-Unis et les Anglais sont très forts pour envoyer des gens, des gens qui sont formés à administrer les territoires conquis par ces djihadistes. Et on peut soupçonner effectivement, il a été complètement relooké quand on le voit jouer du basket à un moment donné. Il porte bien le costume. Voilà, certains disent comme moi qu'il avait peut-être le même tailleur que Zelensky, qui lui aussi a été à un moment donné très relooké. Voilà, ces gens-là, ils sortent pas de nulle part. Hein. C'est BHL qui s'est occupé du relookage. C'est ça. Donc il est passé par HTS, il est passé par Al-Nosra, l'État islamique. L'État islamique, on se rappelle de ces fils de 4x4 Toyota flambant neufs. Ils venaient pas de nulle part. Hein. C'est pas n'importe quel groupuscule islamique djihadiste qui peut disposer d'autant de moyens. Ils avaient des magazines en papier glacé, ils avaient des vidéos dignes des meilleures productions de télé-réalité. Ils ont joué à l'euro million. Hein. Ils ont gagné, tu vois. Et ils ont eu peut-être McKinsey qui les a conseillés. Non, on sent toujours la petite patte occidentale derrière. Exactement. Article suivant. Alors. Hop, Le Point. 14 juillet 2025, vérification de l'âge en ligne. Ah oui, c'est bien. Merci d'en parler. Je voulais en parler de ça. Une application en test dans 5 pays, dont la France. Et je vous engage à regarder. Il y a Florian Philippot qui a fait aujourd'hui une vidéo très très intéressante de 20 minutes pour expliquer en quoi on va vers le crédit social sous prétexte de lutter contre les sites pornographiques pour les mineurs. En fait, c'est l'intrusion dans les systèmes informatiques pour vérification d'identité. C'est l'autoroute vers l'identité numérique européenne. Et donc c'est très très grave parce qu'aujourd'hui c'est les enfants, mais demain ce sera ceux qui ont fait l'apologie du terrorisme entre guillemets et tout un tas d'autres personnes qui contestent les discours dominants qui risquent de se voir exclus de pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y avait une cellule en France qui a été créée, je crois, l'année dernière, qui dépendait du ministère de l'Intérieur et qui doit œuvrer à l'installation de toute une plateforme numérique dans le cadre d'un partenariat avec l'Union européenne. On avait fait un gros dossier là-dessus dans un précédent Nexus. On avait titré Big Brother arrive en 2025, parce que justement 2025 devait être l'année un peu charnière. Et on voit à quel point petit à petit, toutes les strates de ce puzzle, toutes les pièces de ce puzzle se mettent en place pour qu'à terme, effectivement, il y ait une infrastructure européenne. Il y avait aussi l'entreprise, je crois, Atos qui était impliquée. Il y avait aussi DocaPost, une filiale de La Poste, pour sécuriser l'identité numérique, etc. Donc il y avait toutes ces institutions qui étaient déjà en travail, en lien, en France et dans l'Union européenne depuis plus d'1 an.
La vidéo de Florian Philippot du jour, là, elle parle exactement de ces entités. Alors, c'est pas Atos dont il parle, mais c'est une autre entreprise. Mais je ne dis pas que ce que tu dis est faux, mais c'est complémentaire. Vraiment, allez la voir. J'ai pas retenu tous les noms, mais c'est vraiment extrêmement inquiétant ce qui est en train de se mettre en place. Mais il y a une solution pour pallier au problème de la pornographie pour les enfants sans avoir à créer l'identité numérique, mais les gens ne veulent pas le faire. C'est l'interdiction des téléphones et d'Internet pour les mineurs. Oui, en tout cas de surveiller, c'est ce que dit Florian Philippot, c'est aux parents et non pas à l'État. Ou alors de mettre la carte bleue, tu mets ta carte bleue, normalement un mineur n'est pas censé avoir une carte. Ouais, mais si tu mets ta carte bleue, tu restes quand même un petit peu identifié. Le mieux, c'est vraiment l'interdiction. Parce qu'on sait de toute façon les effets néfastes que ça a sur les petits cerveaux. Donc ça ferait d'une pierre deux coups. Non seulement tu permettrais d'avoir une génération qui grandit avec un meilleur potentiel intellectuel, et en plus, tu aurais plus de problèmes de pornographie accessible aux enfants. Allez. C'est pas faux. Mais j'insiste, c'est aux parents et c'est pas à l'État de faire l'éducation, on va dire, l'éducation de tout ce qui est moral ou pas à leurs enfants. Et donc, effectivement, ça suppose soit une interdiction, soit une surveillance. Et il y a des outils, en fait, qui permettent déjà de bloquer un certain nombre de choses. Si vous laissez votre enfant, à partir d'un certain âge, 12 ans, accéder à Internet, il y a tout un tas d'outils qui permettent déjà de bloquer notamment les sites pornographiques. Et ce n'est pas à l'État de le faire. Bref. Kaspersky. Ouais, mais l'objectif, en fait, c'est la technique du pied dans la porte. Il commence par un objectif qui semble louable, mais derrière, en fait, c'est toutes les autres populations qui vont être ciblées par la suite. Ça fait penser à l'euthanasie. Le gars qui avait dit c'est la technique du pied dans la porte. Aujourd'hui, dans la loi, il n'y a pas les mineurs, il n'y a pas les handicapés, il n'y a pas les trisomiques, mais il faudra revenir chaque année pour qu'on puisse euthanasier ces populations-là. Ouais, mais moi, je te dirais que l'objectif, c'est de rendre les gens le plus cons possible pour qu'ils votent Macron. Ou qu'ils acceptent toujours, tu vois, en 2027, on va proposer quoi comme choix? Ils sont en train de parler de Édouard Philippe, de Villepin, Gabriel Attal. Je préfère Villepin que Philippe, quand même. Ouais, Marine Le Pen ou l'autre, Jordan Bardella, peut-être. En tout cas, on aura droit à la même merde. La même clique. Moi, voilà. Je suis un Algérien. Il y aura quand même Juan Branco, ça change un peu. Un Algérien. Attends d'abord qu'il ait ses signatures, hein. C'est pas dit. Ah, Branco, oui, c'est vrai. 500 signatures, c'est pas facile. On se dit que c'est facile sur 36 000 communes, mais c'est quasiment impossible pour le petit dame. Surtout quand il n'y a plus d'anonymat. Il n'y a plus d'anonymat, ouais. Surtout qu'il faut se déplacer aussi. Il faut du pognon pour ça. Ah oui, c'est vrai. Quand on parle de révolution citoyenne, il ne faut pas croire qu'on va tout changer en un an. Souvent, les gens qui commencent à militer ou à s'inscrire dans une association, ils ont beaucoup d'énergie au début et ils se découragent au bout d'un an en disant j'ai lutté, mais ça n'a rien changé. Les gens, ils sont des moutons. Nanana. En fait, non, il faut viser bien au-delà de 2027. Il faut viser 2032 aussi, 2037. Et si c'est pas nous qui allons réussir, ce seront nos enfants. C'est-à-dire qu'il faut poser les bases, les fondements, les fondations d'un mouvement citoyen d'ampleur qui tôt ou tard, il y arrivera. J'insiste sur le tôt ou tard. T'as pas entendu Macron l'autre fois? Il a dit qu'il sera là en 2032. Ouais. Eh ben nous, on sera là en 2040. On sera là il aussi a dit en 2037 même. Ouais, non, on lâchera pas avec Brigitte. Il sera là encore avec Brigitte en 2030. Ils nous lâcheront pas en fait, les mecs. Eux, ils ont construit ce système mondialiste et mortifère depuis des générations. On voit que c'est des familles qui ont fait ça depuis des générations. Nous, il faut qu'on soit aussi résolus qu'eux. Si on n'est pas aussi résolus qu'eux, on n'arrivera à rien. Si on ne se donne pas les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire en étant, je vais dire, presque professionnel, entre guillemets, dans le bon sens du terme, dans notre manière d'approcher le concept de révolution citoyenne, on sera des rigolos et on n'arrivera à rien. Voilà. C'est ce qu'ils veulent, qu'on reste des rigolos. Que les gens soient cons. C'est pour ça qu'on leur donne des téléphones portables très tôt et puis on leur dit regardez Hanouna. Tu vois. Et ChatGPT. Voilà. ChatGPT. Et en fait, les gens considèrent ChatGPT comme un oracle. Les gens n'ont plus de mémoire, donc ils se servent de Google. Ils gardent plus rien en mémoire parce que tout est soi-disant sur Internet. Mais non, il faut garder une mémoire. La perspective du temps long. On ne peut comprendre le présent et anticiper l'avenir qu'en étant conscient de son passé. Voilà. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis là, parce qu'en fait, les gens s'appuient vraiment sur Internet, puisqu'ils se disent que tout est conservé sur Internet, sauf que si tu te rappelles du travail de Momochi, qui avait fait... tu l'as vu la vidéo? Non. Elle avait montré qu'en fait... C'est la mort d'Internet. Ouais, qu'en gros, Internet, quand tu fais des recherches, les occurrences, les résultats qu'on te propose, en fait, tu n'y as pas accès parce que c'est très limité, finalement. Il n'y a plus accès. Ouais. Avant, en fait, on avait des milliers et des milliers et des milliers de réponses sur Google. Et on avait une pagination en bas. Ça, c'est fini. Maintenant, il y a 100 à 200 résultats. Il faut savoir ce que tu cherches. Et en plus, ces 100 et 200 résultats sont hyper orientés. Ouais, t'as raison, il n'y a que 10 pages.
Non, mais si tu tapes une recherche, mais à l'époque, Moulouchi avait fait son documentaire, il n'y avait plus la pagination comme hier. Tu vas pouvoir aller jusqu'à à peu près 50 pages. Il y a 20 pages là. Voilà, toi, j'ai fait une petite. J'ai mis Nexus. Je suis arrivé à 20 pages. Oui, c'est vrai qu'avant, on avait des milliers de pages de disponibles. Et avec à charge et à décharge. Alors que maintenant, c'est très orienté. C'est vrai. Comment dire, mainstream. Alors, on va avancer pour quand même pouvoir laisser la place à l'humour avec Docteur. Ça va nous déstresser après mon intervention. On va pouvoir souffler un peu. Alors, quel article ? Le Monde du 15 juillet, Israël-Palestine, les membres d'une commission d'enquête de l'ONU ont donné leur démission. Donc c'est pas n'importe quelle commission de l'ONU, hein, c'est la commission d'enquête sur ce qui se passe en Palestine. Et donc il y a 3 membres, et donc la personne qui a 83 ans met en avant son âge, et les 2 autres on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait qu'ils subissent de très très fortes pressions, que ce soit à l'ONU ou que ce soit à la CPI, de la part des États-Unis, pour justement qu'ils cessent leur travail important pour les droits des Palestiniens à vivre dignement et à disposer à terme d'un État. Ce que disait d'ailleurs Branco, cette pression qui s'abat sur les membres de la CPI, là en l'occurrence c'est l'ONU, pour les dissuader. Exactement, on peut saluer d'ailleurs l'énorme travail que fait Francesca Albanese, cette haut rapporteur de l'ONU qui est italienne et qui a donc pour laquelle donc les États-Unis ont mis des sanctions. ont émis des sanctions contre elle. C'est complètement dégueulasse ce qu'a fait Trump et son administration. Voilà. Tiens, puisque je parle de Trump, il y a l'affaire Epstein, et j'ai mis un extrait de la vidéo de Candace Owens. Il faut savoir qu'en ce moment, Candace Owens, Tucker Carlson et d'autres font un énorme boulot sur l'affaire Epstein et commencent à briser. Je voulais Ouais, j'en profite parce que je voulais mettre parce que j'avais passé une partie de la réponse de Trump à la fameuse question, mais j'avais pas trouvé la séquence entière. Je l'ai retrouvée dans une vidéo, je crois, du Parisien ou du HuffPost. Je voulais juste vous la partager parce qu'effectivement, Trump qui avait fait un argumentaire, qui avait déployé un argumentaire par rapport à Epstein en disant cette liste, il va falloir la diffuser, on s'en occupera quand je serai au pouvoir. Pam Bondi avait dit qu'elle avait la liste sur son bureau. Le chef du FBI aussi, avant d'être chef du FBI, c'était un podcasteur. Il en a parlé beaucoup. Et puis maintenant, hop. Tiens, je passe cette petite vidéo. C'est du Parisien qui fait un petit récapitulatif de cette situation. J'ai trouvé très intéressant. Il y a le passage justement où on voit le journaliste poser la question et effectivement, elle est très 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 légitime comme question. Chez des supporters de Donald Trump. We're not gonna play with these anymore. MAGA hats are off. En fait, si une partie des partisans du président américain voit rouge, c'est parce qu'ils se sentent trahis à cause de ça. Your memo and release yesterday on Jeffrey Epstein, it left some lingering mysteries. One of the biggest ones is whether he ever worked for a American or foreign intelligence agency. The former Labor Secretary, who was Miami U.S. Attorney. Alex Acosta, he allegedly said that he did work for an intelligence agency. So could you resolve whether or not he did? And also, could you say why there was a minute missing from the jailhouse tape on the night of his death? Yeah, sure. If could I just interrupt for 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Des partisans de Trump accusent leur leader et son administration de cacher la vérité au sujet de cette affaire qui a donné lieu à toutes sortes de théories entretenues par Trump et ses proches. The list of clients that went to the island has not been made public. Yeah, it's very interesting, isn't it? Probably will be, by the way. Rappelez-vous, le 10 août 2019, le financier Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule à New York avant son jugement, alors qu'il est accusé d'exploitation sexuelle de mineurs. Selon des théories, Epstein aurait en fait été assassiné afin d'empêcher des révélations sur des personnalités de haut rang soupçonnées de pédocriminalité. Et au cœur de ces théories, l'existence présumée d'une liste de clients impliqués dans des crimes sexuels aux côtés d'Epstein. Avant de devenir le directeur du FBI, voici ce que disait Kash Patel en 2023. Put on your big boy pants and let us know who the pedophiles are. Et la colère est d'autant plus grande dans le camp trumpiste que l'attente de ces révélations avait été alimentée par Trump et son entourage. Would you declassify the Epstein files?
Yeah, I would. Et ces derniers jours, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la publication de ce document par le ministère de la Justice et du FBI. Un mémorandum qui nie l'existence d'une liste de clients qu'aurait tenu Epstein et qui affirme qu'Epstein est bien mort par suicide dans sa cellule, écartant ainsi la thèse de l'assassinat. Des conclusions qui vont complètement à contre-courant de toutes les théories de militants pro-Trump. Really? Thousands of children got raped? Yeah. Who raped them? Where are the rapists? Like, why aren't they in jail? This is the Department of Justice. Yes. Et depuis la publication du mémo, la première cible de leur colère, c'est surtout elle, Pam Bondi, la ministre de la Justice américaine. Pam Bondi needs to be fired. Quand Trump est revenu au pouvoir en janvier, son administration avait promis de lever le voile sur cette affaire répugnante. The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. Quelques jours après cette interview, des personnalités du camp MAGA avaient même été reçues à la Maison-Blanche pour se voir remettre une copie de ces fameux documents. Début juin, au summum de leur querelle, Elon Musk avait même accusé Donald Trump sur X d'être impliqué dans l'affaire Epstein avant de supprimer son message. Samedi, pour essayer d'éteindre la polémique, Donald Trump s'en est pris aux démocrates qui l'accusent d'avoir créé ces dossiers pour lui nuire. I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. It's sordid, but it's boring. And I don't understand why it keeps going. Credible information, let them give it. Anything that's credible, I would say, let them have it. Lundi soir, à la Chambre des représentants, les républicains ont voté contre un amendement des démocrates qui aurait obligé le ministère de la Justice à divulguer les dossiers de l'affaire Epstein. Merci pour cette vidéo, Marco, je l'avais vue, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Très bien faite. Je vais me permettre, si vous voulez bien, de dire quelques éléments par rapport à cette affaire. Donc là, encore une fois, le média, malheureusement, même si la vidéo du Parisien est quand même plutôt bien faite, le média présente Jeffrey Epstein comme un financier. Oui. Pas du tout un financier. Je crois que c'était Alain Juillet qui avait fait une vidéo, qui avait répondu à une interview assez longue, il y a 2 ans à peu près, et qui expliquait un certain nombre de choses complètement hallucinantes. À la Barclay, la banque Barclay, il a pu faire des retraits en liquide extrêmement importants, je ne veux pas dire, mais c'était plus de 50 000 $, en liquide, en cash, et ce qui est normalement interdit, et ce qui fait remonter des salaires. Donc il y a des employés de base de la banque qui ont sonné la tirée d'alarme en interne, et en haut lieu, dans la banque, on leur dit « Ah non, Jeffrey Epstein, pas de problème, c'est lui, il peut. Lui, il peut. » Et alors qu'il avait déjà été inquiété et condamné, je crois, en tout cas inculpé pour proxénétisme de mineurs. Ça, c'est un premier point. L'autre point, donc, on dit qu'il s'est suicidé en prison. Donc, 2 hypothèses. Ça se trouve, il ne s'est pas suicidé, on l'a tué, ou alors il a carrément été exfiltré. C'est même pas du tout impossible à ce niveau-là, parce qu'il possédait des vidéos sur énormément de gens de pouvoir. Des vidéos très compromettantes, donc il a pu être effectivement suicidé, il est tué, mais il a pu être exfiltré, d'autant que donc pour ôter tout doute, tout soupçon, le pouvoir américain a publié une vidéo soi-disant de données brutes de la prison, ou des minutes précédant donc, le fait qu'il se soit suicidé, et en fait des spécialistes ont analysé cette vidéo, elle est issue d'un montage sous Adobe Premiere, c'est pas les données brutes. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la question du journaliste, c'est il manque 1 minute sur cette vidéo, donc c'est officiel, et c'est tellement officiel que ça met Trump mal à l'aise, parce qu'il n'a pas de réponse à apporter, ni la ministre de la Justice. Voilà. Et donc là en ce moment, moi je vous avais parlé dans plusieurs NRA, notamment il y a un certain temps, de Robert Maxwell, qui est le père de Ghislaine Maxwell, donc la compagne de Jeffrey Epstein. Robert Maxwell, qui en fait a travaillé à un moment donné dans les services britanniques puis soviétiques, mais en fait qui roulait pour Israël. Il a fait partie du Bétar. Robert Maxwell, il a été enterré au Mont des Oliviers en présence d'anciens présidents, premiers ministres israéliens, de plusieurs de l'époque chefs ou anciens chefs du Shin Bet, du Mossad, de 4 chefs différents des services secrets israéliens. Et il est mort dans des circonstances très étranges, donc à la fin des années 80, au large des îles Canaries, sur son yacht, qui s'appelait le yacht Ghislaine, du nom de sa fille peut-être préférée. Il y avait 9 enfants. Et donc il est mort nu, soi-disant, donc il aurait eu une crise cardiaque, mais on l'a retrouvé nu, noyé,
Est-ce qu'il lui aussi a été suicidé? Sachant qu'il avait un rapport un peu je t'aime moi non plus avec le Mossad. Voilà. Naftali Bennett, on a vu dans le zapping, donc l'ancien Premier ministre, il a fait un tweet contre Tucker Carlson et contre Candace Owens, en les accusant d'être antisémites et en disant mais il n'y a aucune preuve d'un lien entre Epstein et Israël et le Mossad. Voilà, donc c'est un peu comme BHL quand ces gens-là. Je viens de voir un commentaire dans le chat, j'étais pas du tout au courant. Apparemment, BHL a été condamné par contumace en Tunisie à 33 ans de prison. Là récemment? Oui. Il y a quelques mois. On en a parlé brièvement dans un précédent NRA, mais j'avais zappé. C'était quoi dans une histoire de affaire dite de complot contre la sûreté de l'État? D'accord. D'ailleurs, il y a des citoyens tunisiens qui veulent retirer la nationalité à Chelgoumi, puisqu'on parle de la Tunisie. Tout à fait. Pour crime haute trahison. Ouais, haute trahison, ouais. Ça existe et encore pour revenir juste pour clore avec Epstein, donc je vous engage vraiment à regarder les vidéos de Candace Owens, très très intéressant sur Robert Maxwell. Il paraît qu'elle va même peut-être faire le lien entre l'affaire Epstein et l'affaire Brigitte Macron. Bon, on n'est pas encore là, mais voilà, je serais plus surpris de rien à notre époque. En tout cas, ils font un énorme travail pour montrer à quel point les États-Unis sont féodés à Israël et au Mossad, ce qui fait grincer des dents évidemment du côté d'Israël et du Mossad. Mais ils font un travail énorme prise de risque de ces deux personnes et d'un certain nombre d'autres podcasteurs américains. Il y a vraiment une sorte de levée du voile qui est en train d'être fait sur ce sujet et c'est à mon avis très salutaire. Mais tu l'as vu la vidéo c'est Netanyahou qui dit qu'il tient Bill Clinton et en fait quand il y a eu les accords avec Isaac Rabin et Yasser Arafat en 1993, en fait, t'as Bill Clinton, soi-disant, parce que j'ai vu une vidéo qui laissait entendre ça, c'est que on a envoyé Monica Lewinsky à Bill Clinton pour qu'après il disparaisse, qu'il ne s'occupe plus de l'histoire de paix entre Israël et la Palestine. Donc, tu te dis depuis toujours, ils manipulent les États-Unis. Alors, ils s'en est vanté même, Netanyahou. Alors cette vidéo, j'en ai entendu parler, je ne crois pas que je l'ai vue, mais il y a une autre vidéo où il est face à des colons, ça date d'il y a 20 ans, où il explique comment il avait enfumé Bill Clinton, il a enfumé Yasser Arafat avec l'histoire des zones A, zone B, zone C en Cisjordanie, en expliquant je fais semblant de donner 1% pour ne rien donner du tout au final. Et là, vraiment une vidéo vraiment hyper intéressante à propos des accords de Camp David et d'Oslo. Et il faut savoir que Jeffrey Epstein, dans son manoir de Manhattan, dans son énorme building, il avait un tableau de Bill Clinton qui est en tailleur, qui croise les jambes avec des talons aiguilles et qui fait une sorte de poupou-pidou, quoi. Ouais, en bleu, surréaliste. Tu l'as, montre-le le tableau, non? Tu l'as pas? Qui c'est qui l'a? Lazare, tu l'as pas? Peut-être le trouver. Et il faut savoir que Bill Clinton avait pris au moins une dizaine ou une douzaine de fois le Lolita Express, donc c'était le nom de l'avion de Jeffrey Epstein. Lolita Express, déjà rien que le nom, c'est tout un programme. Lolita, donc c'est les jeunes demoiselles qui sont sexualisées. Il faut savoir que les plans de vol aux États-Unis, on est obligé de mentionner qui est présent, et donc il y avait des femmes mineures présentes en même temps que Bill Clinton dans ces Bill avions. Gates 27 fois, je crois. Alors, il y a son ex-femme qui a témoigné de son... une des raisons principales Melinda Gates a rompu avec Bill Gates, c'est sa proximité avec Jeffrey Epstein. Elle l'a dit. Mais en fait, vous savez pas, ils sont écolos. C'est du co-avionnage. C'est ça. C'est pour limiter leur impact. Mais d'ailleurs, qu'est devenu sa maison là-bas? Est-ce qu'on sait le manoir? Le manoir, voilà, c'est ça. Alors, ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce serait intéressant de le savoir. Mais si vous n'avez pas retrouvé de tableau, c'est pas grave. Il y a aussi l'île du péché, Sin Island, qui est complètement dingue quand on voit les images avec. C'est Jacques Lang qui l'a racheté, je crois. C'est pas Jacques Lang qui l'a racheté. Et j'ai une vidéo en stock là, que j'ai pas encore regardée où il y a un gars il y a 2 ans qui apparemment a réussi à infiltrer l'île du péché. Voilà, j'ai pas encore regardé les vidéos, mais voilà, je vous en parlerai peut-être au prochain NRA. Si on peut peut-être avancer sur il y a plus que 2-3 articles. Yes. Après je vous laisse tranquille pour rigoler un bon coup. Israël, mais je rigolerai avec vous, mais je serai plus à l'antenne. Israël stupéfait par la découverte, donc ça c'est un article du Monde du 16 juillet. Sur son propre Israël réseau. Voilà. Sur son propre sol de réseau d'espions à la solde de l'Iran. Bon, voilà, ça marche dans les deux sens, hein, c'est vrai, dans une guerre. Ouais, exactement, les médias mainstream avaient glorifié Israël et le Mossad en disant ouais, ils sont très forts, regardez, ils ont un réseau d'espions en Iran.
Oui, visiblement, c'est aussi le cas dans le sens inverse. Et c'est notamment des Israéliens, je ne sais pas s'ils sont de confession juive, mais en tout cas, ou s'ils sont séculiers, mais ce sont des Israéliens qui ne sont pas des Arabes, qui étaient donc des espions à la solde pour le compte de l'Iran. Voilà. Et ce n'était pas qu'un ou deux. Autre article très important, on en a très peu parlé dans les médias mainstream. Il y a eu à Bogota un sommet avec une trentaine de pays, dont l'Espagne et un certain nombre de pays. Et il y a ce qu'on appelle le groupe de la Haye, qui sont très attachés au respect du droit international. Sur ces 30 pays, il y en a 12 qui sont mis d'accord pour interdire toute fourniture d'armes à Israël, article donc, du courrier international. Et ça va même plus loin parce qu'ils vont s'opposer à tout transit par leur port, ou par que ce soit par avion ou par bateau, d'armement ou d'éléments d'armement à destination d'Israël. Donc c'est très important. Il y a notamment l'Afrique du Sud, je crois, et la Colombie, même s'il y a sur ces 12 pays, 2-3 pays, on va dire, très mineurs. Et l'Algérie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ? Ouais. Ils font pas... C'est vrai qu'ils avaient postulé pour faire partie des BRICS. Non, mais l'Algérie fait partie des pays sur cette liste. Sur cette liste, d'accord. Voilà. C'était donc cette semaine. Et les médias mainstream, évidemment, malheureusement, en ont très peu parlé. C'est sûr que ça va un peu à l'encontre du narratif actuellement. Voilà, et là effectivement, ces pays-là vont au-delà de la simple condamnation morale et commencent à envisager des sanctions économiques. C'est rassurant qu'il y ait des pays qui se mobilisent et qui n'ont pas peur de mettre un petit peu les actes devant leurs paroles. Quoi. Si tu peux citer les pays pour leur rendre hommage, entre guillemets. La Colombie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, l'Irak, la Libye, la Malaisie, la Namibie, le Nicaragua, Oman, Saint-Vincent et les Grenadines, c'est mignon, et l'Afrique du Sud refusent de rester des observateurs passifs face à la dévastation du territoire palestinien occupé et au déni du droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination, selon la déclaration du groupe de la Haye. Cette coalition donc, qui se tenait les 15 et 16 juillet dernier en Colombie. Voilà. Et donc l'Algérie, l'Espagne et l'Irlande ne sont pas signataires de cela, mais ils étaient présents parce qu'il y avait donc 30 pays en tout qui étaient présents. D'accord. Voilà. On a presque fini. Le Monde du 18 juillet, ça c'est très important. Une pétition pour demander l'abrogation de la loi Duplon bat tous les records sur le site de l'Assemblée nationale, en tout cas bat des records. Cette fameuse loi qui visait à simplifier la vie des agriculteurs, en fait, c'est plutôt à ceux qui sont affiliés à la FNSEA pour réintroduire certains pesticides. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je voulais passer une petite vidéo. Il y a une dame qui est atteinte d'un cancer suite à l'utilisation de ces produits, qui est militante dans une association pour contester la réintroduction de ces produits par la loi du plomb, c'est ça. Et je voulais vous passer cette petite intervention puisqu'elle est assez forte et assez révélatrice, malheureusement, de ces propos qu'on entend très peu. Je vais essayer de vous la retrouver. Oui, c'est des images marquantes. Elle est à l'Assemblée nationale. Elle est complètement chauve à cause de sa chimio. Exactement. Et ouais, c'est très poignant comme. Voilà, c'est là. La créatrice du collectif Cancer Colère crie son indignation à l'Assemblée nationale. Voilà, je vous passe tout de suite. Pour 316 contre 223, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Le cancer, c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents. Il y a 6 cancers qui sont en forte hausse chez les jeunes de 15 à 39 ans. La France détient le record du monde de cancer du sein. La loi Duplon, si elle est votée, c'est un détonateur. Mécaniquement, répandre de l'acétamiprine sur 500 000 hectares en France, ça va signifier contaminer à leur insu des milliers de personnes qui vont développer des pathologies. Des femmes enceintes qui sont aujourd'hui bien portantes, dans quelques mois, elles vont contaminer leur fœtus sans savoir où ni comment. Voilà. C'est ça qu'on nous impose avec la loi Duplon. C'est pas grave, il y a le garde d'asile après.
Voilà, de toute façon, il y a toujours. Derrière, ils te vendent même pas, ils te l'imposent dans les cocktails de vaccins, des 15 vaccins pour les enfants. Oui. Parce que le Gardasil, c'était pour vacciner les enfants contre le cancer de l'utérus. Ouais, c'est ça. Le papillomavirus qui provoque le cancer. Au cas où tu peux en faire un. Même les garçons. Même les garçons contre le. Alors, il n'y a pas que le. Il n'y a pas de discrimination. Qui serait. Il faut être vacciné contre le cancer du col de l'utérus. Jenna, tu voulais dire quelque chose? Pardon? Il y a Jenna qui voulait prendre la parole. Non, pas forcément. Non, le doigt. Non, en fait, j'acquiesçais à ce que disait Romain. Je suis tout à fait d'accord. C'est quand même incroyable de vouloir vacciner des garçons qui n'ont pas d'utérus. Alors, non, mais il y a d'autres trucs. Dans le Gardasil, mais ils en auront peut-être un jour. Ah oui. Ah oui. On voit pas notre cher docteur. Puisqu'on parle du Gardasil. Non, mais il y a d'autres trucs sur le Gardasil que puisqu'on parle du Gardasil, il y a un article de cette semaine de la Ligue pour la liberté des vaccinations, la LNPLV, très intéressant, qui parle d'un essai, du vaccin Gardasil sur des enfants de 28 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis papa. Ça me fait halluciner d'entendre ça. Dans le cadre d'un essai financé par le National Institute of Child Health en Hongrie, en collaboration avec Merck, des chercheurs évaluent le vaccin Gardasil chez des nourrissons pour prévenir la papillomatose respiratoire récurrente, PRR, une maladie rare de l'enfance causée par le HPV. Voilà. Moi, ça me fait qu'on utilise des bébés de 28 jours comme cobayes. Je trouve ça complètement hallucinant. Normalement, on ne peut pas vacciner des bébés, sauf s'il y a un risque évident de mort et en grande quantité. Ça les gêne plus, hein, tu sais. Ouais, et normalement, t'as pas le droit. Non, mais là, malheureusement, déjà, les générations 2017-2018, c'est ça, ou 2018-2019 qui maintenant, les 11 vaccins et maintenant les 15 vaccins. Ouais, ils en ont rajouté 4. Ouais, ils en rajoutent toujours en bonus. Tous les ans, ils en rajoutent. Et puis, il y a tous les rappels. À la fin, on va te vacciner contre la vie. Ça va être génial, ça, tu vas voir. Et alors, je t'ai mis 2 visuels avec le mail avec tous les articles. Le premier, c'est la liste des pays dans le monde qui ont reconnu... Notice anything. Voilà, si tu veux zoomer un peu. C'est les pays qui ont reconnu la Palestine, en vert. En vert. C'est beaucoup. Et on voit que les États-Unis, le Canada, l'Australie, la France et l'Angleterre et l'Allemagne sont quand même vachement à la traîne. L'Espagne a reconnu. Oui, l'Espagne, l'Irlande et la Suède, c'est récemment, ça date du mois de mai, je crois. T'as vu la répression en Allemagne? Ils sont pas prêts de reconnaître la Palestine. À Berlin, c'est complètement la folie en Angleterre, en France et en Allemagne. La répression est vraiment extrêmement féroce, très inquiétante. C'est les 3 pires pays en Europe. Tout le monde civilisé. C'est ça. En fait, tu te balades dans la rue en France avec un drapeau palestinien, tu te fais arrêter tout de suite. Tu vois, il y avait une vidéo de Rima Hassan qui était dans sa voiture et qui filmait un jeune adolescent qui était en train de se faire exiger par la police de retirer son drapeau. Il repartait d'une manif où il avait milité pour la cause palestinienne et on l'obligeait à ranger son drapeau. Sur Paris, par contre, ils interdisent moins les grosses manifestations pro-Palestine. Ils les interdisent moins. Il y a quand même pas mal de manifestations. Oui, avant, ils les interdisaient systématiquement. Maintenant, elles sont un peu plus autorisées. Ça se voit un peu quand même, tu vois, à l'international, la répression. Donc, non, à l'international, oui. Même tout à l'heure, à Chabon, je sais plus où c'était, la ville de notre invité, là, de Victor, tout à l'heure. Chambon-sur-Lignon. Voilà, vous avez noté le... Elle l'a mis sur le petit Alors, là. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Je trouvais ça marrant. Il y a eu tout un petit chat là-dessus sur l'acteur Timothée Chalamet. Parce qu'en fait, il va passer toutes ses vacances, soi-disant, c'est là-bas, à Chambon-sur-Lignon. Donc, ils étaient tous en train de parler de lui. Il a de la famille française. C'est où là-bas? Ça se trouve où, ça? C'est en province. Non, en France, c'est en France, dans un petit village. C'est un coin où on n'ira pas, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, Timothée Chalamet, il y a des gens qui ne savent pas qui il est. C'est un acteur et notamment, il a joué dans Dune. Et il a joué aussi dans Call Me By Your Name. C'est le compagnon d'une des sœurs Kardashian. C'est une des figures de proue d'Hollywood. Parce que moi, je crois que c'est un fake. Ils font pas du tout couple. Écoute, ils sont apparus en même temps sur pas mal d'événements. C'est pas compliqué. Hein. Tu arrives, tu te montres, tu fais un petit bisou et tu dis que t'es avec. C'est vrai. C'est du fake pour moi. J'y crois pas du tout à leur couple. Jenna dit par rapport à ça, en fait, Timothée Chalamet, en fait, il a fait pas mal d'apparitions, il est en couple avec une des sœurs Kardashian. Je sais plus qui c'est. Je sais plus si c'est Kendall Jenner ou Kylie Jenner. Kylie Jenner, je crois. Lui, et Jenna dit que ça pourrait être. Moi, j'y crois pas.
Timothée Chalamet. Je ne sais pas qui c'est. C'est comme Brigitte et Manu. C'est un faux couple. Timothée Chalamet, c'est un des acteurs qui est dans le plus de. C'est dans Dune avec. C'est l'acteur le plus bankable d'Hollywood depuis les 2 dernières années. Timothée Chalamet. Il avait fait Dune. Alors je vois sa tête, je sais pas dans quel. Tu regardes plus du tout de films. Regarde la maman de Timothée Chalamet dans le film. Regarde la maman. Non mais dans le film Dune, tu la reconnaîtras. Mais ça, par contre, le truc qui est intéressant en société, surtout pour creuser les dessous des affaires là dont vous parlez, Milou et Jenna, c'est sur les contrats qu'il y a entre les acteurs comme ça, un petit peu. Oui, parce que, alors je sais pas, hein, c'est vrai que Chalamet et Kim Kardashian, ils se parlent de quoi? Parce que lui, il te parle toujours que de philosophie et de littérature. Je sais pas ce qu'il parle avec les Kardashians, tu vois, je vais vouloir être médisant. Philosophie, littérature. Et religion. Et du coup, de la télé-réalité, c'est un peu ça leur philosophie. Et ce qui était très drôle, alors je n'ai pas suivi où ça en est l'affaire là, mais il y avait de l'affaire Taylor Swift. Je sais pas si vous aviez vu, c'était il y a 9 mois, où du coup elle était en couple avec, avec une des stars du football américain. Oui. Voilà, de la NFL. Oui. Et donc la NFL était en train de chuter. Alors, ce qui se passe sociologiquement, par exemple, pour faire vite, la NFL chute, Taylor Swift arrive avec tous ses fans, tout d'un coup, tous ses fans regardent la NFL repart en pic. Et lui, il avait un podcast. Du coup, son podcast explose, ça nourrit la NFL, tout le monde regarde le Super Bowl, ça explose. Tac. Donc, il y a un effet Taylor Swift sur la NFL. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est donc là, ils se mettent en couple peut-être 1 an avant ce que je vais raconter, en septembre là, de l'année dernière, 2024, il y a des contrats qui fuitent. Et on ne sait pas si c'est des deepfakes ou des trucs comme ça. Il y a des contrats qui fuitent. Des contrats là-dessus. Où ils sont en contrat, ils doivent rester ensemble jusqu'à fin septembre, un truc comme ça. Ils sont mis en couple pour faire péter la NFL et tout ça. C'est possible. Et c'est possible. Ouais. Et alors, c'est là où c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse de plus, parce que là, c'est un fake. Tu peux pas. Aujourd'hui, tu peux plus savoir parce que c'est vrai, tu peux pas savoir. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'acteur américain attaque les mecs qui font fuiter le truc. Ah oui. Si c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on a à faire? Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'était trop drôle. Donc c'est peut-être pas si vrai que ça. Parce que s'il y a vraiment des contrats comme ça, et puis on n'a pas trop de traces de grands contrats amoureux dans l'histoire. Contrats amoureux. En France Michael Jackson à l'époque, en fait. Quand avec la fille de Presley, c'était fake aussi. Hein. Michael Jackson et la fille de Presley. La fille d'Elvis Presley. Non, la petite. Non, la fille. Non, je crois que c'est la fille d'Elvis. Bienvenue sur Closer, c'est ça, c'est exactement ça. J'avais presque fini. Parce que le pauvre Raph, là, il tombe dans un nouveau débat, tu sais. Vous parliez du drapeau palestinien. Je voulais préciser qu'en fait, le drapeau palestinien, c'est d'abord en Israël qu'il a été interdit, criminalisé. Et il y a des vidéos où on voit des Haredim, de Neturei Karta, qui est une association très courageuse. Oui. Ils arborent le drapeau palestinien à des fenêtres ou dans la rue et ils se font emmerder, parfois tabasser par la police israélienne. Je voulais préciser que ça vient historiquement de là-bas. Et dernier visuel que je voulais montrer, puisqu'on a parlé de la répression, notamment dans la rue, pour un simple drapeau palestinien, j'avais trouvé ce visuel très marrant. Chérie, as-tu posté quelque chose critiquant le régime? Avec la police à la porte. Police, mais pas la police d'il y a 30 ans. Hein. C'est la police. La nouvelle police. Les forces de l'ordre. En armure, qui fait penser. Qui fait penser vraiment côté sombre. aux soldats de l'Empire dans Star Wars. Quoi. Bah, quand on voit sur la photo de ton invité tout à l'heure, Victor, où il disait ils sont venus armer les drones, les machins. Pourquoi un libraire? Non mais les amis, non, mais c'est quand même un monde incroyable où avoir une pensée dissidente au narratif va vous attirer quelques dizaines de CRS à la maison, quoi. Oui, bon, ça a toujours été ça, même avec les Borgia au Moyen-Âge, avec tout ce que tu veux. Bah, en tout cas, une vingtaine d'années en France, c'était moins ça. C'était moins visible. C'était moins... Oui, mais parce qu'il y avait moins de rébellions il y a 20 ans sur... Il y avait moins de répression aussi, c'est-à-dire que Hannah Arendt, je crois que c'est Hannah Arendt qui avait dit ça, quand la culture et quand les gens des arts et de la culture sont attaqués, c'est là où commence la dictature. Franchement, dans les années 80, dans les années 90, à l'époque de Choron et de plein d'autres artistes et de penseurs, on était beaucoup plus libre avec Harakiri, avec Charlie Hebdo de Choron. Et puis un jour, il y a eu Philippe Val qui a été mis à la tête de Charlie Hebdo et d'un journal satirique. On est passé à un journal anti-islam, anti-chrétien et surtout pas anti-judaïsme, puisque Sidney qui avait fait une blague sur le fils de Sarkozy, qui était marié avec la fille d'Arty, qui avait dit lui il a tout compris dans la vie, il est bien parti. Ça a été considéré comme une blague antisémite. Il s'est fait lourder et c'est pour ça qu'il a après fondé Ciné Hebdo.
Ouais, mais moi je te dirais, de tout temps, il y a eu de la censure, puisque tu prends, on en parlait l'autre fois, Edernalier, quand il voulait révéler l'affaire Mazarine-Pinjot, il a eu des tentatives d'assassinat. Coluche, il est mort dans des circonstances assez bizarres. Oui, Balavoine, c'est vrai. Mais il y en avait moins. Balavoine et Coluche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus systématique, et avec les moyens numériques, ils peuvent beaucoup plus quadriller, y compris des personnes, entre guillemets, lambda. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est plus uniquement des personnalités. Maintenant, c'est un libraire, c'est un manifestant, c'est une gilet jaune qui enquêtait sur Brigitte Macron, etc. etc. C'est vrai. Et alors, c'est intéressant parce que tu dis qu'il n'y avait pas eu autant de ça dans l'histoire. Je me demande si c'était pas moins visible. Aujourd'hui, on a la chance. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir recevoir les victoires, de pouvoir mettre une caméra sur ça, de pouvoir voir sur Twitter les gens qui nous disent il y a eu ça et tout ça. Nous, avec François, on avait bénéficié beaucoup de ces personnes. Ah, t'as pas l'air d'accord, Raphaël. Moi, c'est à l'époque, ils n'avaient pas Twitter. Nous, je sais qu'à François, on s'était nourri beaucoup de Twitter pour montrer. On voyait regardez, ils interdisent tel truc. Après, tu pouvais retrouver la personne. Prendre son numéro de téléphone, déjà dans les années 70, tu n'avais pas de téléphone, donc tu pouvais pas retrouver si facilement. Aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir visibiliser le totalitarisme. On faisait appel à l'émission, tu te rappelles, Perdu de vue. C'était qui animait déjà quand tu voulais retrouver quelqu'un. La musique tout doux. Ça plaît, je vois très bien sa tête. Il y a deux marqueurs forts quand même, c'est le droit de manifester. Quand même, avant, on avait le droit de manifester. Alors, on peut toujours dire oui, la démocratie, c'est cause toujours, alors que la dictature, c'est ferme ta gueule. Mais on est passé de cause toujours à ferme ta gueule, c'est-à-dire que maintenant on n'a plus le droit de manifester, et avant il y avait quand même beaucoup d'artistes contestataires. Aujourd'hui, avec les médias mainstream, avec les producteurs d'aujourd'hui, il y a la visibilité et la promotion dans les médias mainstream d'artistes contestataires, elle a énormément diminué. Il reste plus qu'Anne Romanoff. Il y aurait beaucoup plus d'artistes qui auraient soutenu à la télé la cause des Palestiniens s'il s'était passé ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et vous êtes très vite blacklisté dès que vous ouvrez votre bouche sur des sujets très sensibles. Donc j'ai l'impression, moi, à titre personnel, que malheureusement, sur un certain nombre de sujets comme le droit de manifester, il y a énormément de recul. Voilà. Les gens, ils font des calculs, ils pensent à leur carrière aussi. Ils se disent, attends, je vais parler des Palestiniens, je tourne plus, je fais plus rien. Donc, c'est quoi l'intérêt? On a tendance... On a tendance un peu... Je pense. Moi, j'ai l'impression que j'entends souvent des gens qui idolâtrent le passé. Moi, j'ai vu que les gens d'expérience mettent justement beaucoup... tout s'est mis en place ces dernières décennies. Moi, je suis beaucoup plus content de la période d'aujourd'hui où justement on peut plus visibiliser ça. Il y a des artistes des fois qui l'ouvrent et qui ne sont pas soutenus. Il y a des artistes qui n'arrivent pas... Je pense que c'est très dur pour les artistes de comprendre le bazar dans lequel on vit. Alors, quand c'est un génocide, tu as raison, mais à l'époque, ils ne soutenaient pas non plus le scandale qu'il y avait eu lors du canal de Suez au moment avec une autre crise palestinienne. Je veux dire, c'est pas la première crise palestinienne qui a ça. Tous les artistes, Patrick Bruel, il s'était jamais excité là-dessus à l'époque. C'est pas c'est pas le meilleur exemple. Mais tu vois, non, mais je caricature. Mais c'est pour vous faire comprendre. Il soutient de ça, Patrick Bruel. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait une grande rébellion d'artistes non plus les 60 dernières années. En tout cas, ça n'a pas changé la face de la Palestine. Tu te rappelles, attends, c'est la chanson, l'Éthiopie. Renaud, en fait, parce que tu avais We Are the World, l'Amérique, quand on t'a dit il fallait pleurer pour l'Éthiopie. Après, la France, ils ont fait une chanson qui était écrite par Renaud qui s'appelait Loin du cœur et loin des yeux. Vous vous rappelez de ça? Non. De nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu. Excusez-moi, je chante très bien, donc il va peut-être vous allez voir. Et en fait, tu avais une mobilisation d'artistes par rapport à un scandale humanitaire, quoi. Et là, par rapport à la Palestine, écoute, on va toujours te dire pourquoi vous dites rien sur le Congo, pourquoi vous dites rien sur la Syrie, pourquoi vous dites rien sur... On va te sortir plein de conflits partout dans le monde. Parce que déjà, c'est pas d'aujourd'hui que ça date, cette histoire, tu vois. Ça fait plus d'un siècle, c'est pas de 48 non plus. Hein. Oui. Voilà, ceux qui disent oui, 48, non, c'était avant 48. Si on pourrait remonter comment ça s'appelle le congrès sioniste de Bâle, tu vois, ou la déclaration de Balfour. Ah oui, déclaration de Balfour. Donc après, ça remonte à très longtemps. C'est pour ça qu'en fait, la mobilisation, elle aurait dû se faire depuis longtemps. C'est vrai. Non, mais là où je comprends ce que dit Raph, c'est qu'il y avait un semblant de liberté d'expression, et même on le voyait dans les médias, où on voyait même à l'époque d'Ardisson, où il pouvait inviter des personnes
qu'aujourd'hui serait très difficile d'inviter. Idem pour Tadei dans Ce soir ou jamais, et même dans d'anciennes émissions de culture où il y avait plus de marge de liberté, où là vraiment l'étau se resserre. Alors, les humoristes, c'est un bon test aussi. Les humoristes comme Desproges, etc., ou même les inconnus, ils ont dit nous on pourrait pas aujourd'hui faire ce qu'on faisait à l'époque. Et donc il y a quand même, voilà, j'insiste, avant c'était Cause toujours, maintenant c'est un peu ferme ta gueule. Et vraiment on y est. En plus avec le numérique, c'est devenu encore plus totalitaire et comment dire, ça s'immisce partout. En fait. Les gens, mais finalement c'est positif, parce qu'un pouvoir qui se radicalise comme ça, c'est qu'il a beaucoup à perdre et qu'il y a énormément de difficultés en face de lui. Tu vois, sinon il se radicaliserait pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu prends dans l'humour, par exemple, comment ça s'appelle, si tu prends Michel Leb, c'est un exemple, on cite toujours quand il faisait l'accent africain. Bon, qu'il fasse l'accent, à la limite, c'était pas gênant, parce qu'à l'époque, dans les années 80, il n'y avait que lui qui faisait. En mode Banania, quoi. Voilà. C'est juste qu'après, il faisait ça, il faisait le singe, tu vois. Et donc, ça c'était choquant pour les gens à l'époque. Mais il avait le droit. Mais on le laissait faire, tu vois. Là où Dieudo, non. Aujourd'hui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quelqu'un, il pourrait même pas faire ça puisqu'il serait attaqué tout de suite par des centaines d'associations, tu vois. Donc, alors ça, par contre, on ne parle pas assez du poids des assos subventionnés par l'État, on sait pour quelle raison, et qui dépensent des fois des fortunes pour justement pouvoir attaquer tout type. Mais par exemple, au niveau de la censure, en 87, là, je reprenais Bruno Mazur. Vous vous souvenez de Bruno Mazur? Parce que moi, j'étais pas né à ce moment-là, mais j'avais vu ça m'avait choqué. C'est ce journaliste. T'étais pas né en 87? C'est ce journaliste de TF1 qui, du coup, tu vois de qui je parle, Marco? Bruno, il faisait énormément de blagues et tout ça. Avec Le Pen et Tapi qui avait mis des grandes box. C'était Paul Amar, ça, c'était Paul Amar. Pardon, je confonds. Paul Amar, les grandes box. Bruno Mazur, c'était à peu près la même chose, parce qu'il faisait une sorte de JT avec, comme nous, un ton assez cool, et quand Bouygues arrive, il met un casque de chantier sur sa tête, et le lendemain, il est licencié. Et qui arrive le lendemain, pour le remplacer, celui qui est décédé il y a quelques années, Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Voilà. Ok, donc je vois. Et donc c'est intéressant parce que tu perds. Et ça, c'est en 87. Et j'étais en train de vérifier, il n'y a pas eu de grande manifestation le lendemain du licenciement de Bruno Mazur. Donc si vous voulez, ce début du totalitarisme-là, il était déjà présent, mais c'est vrai. C'était pas Yves Mourouzi. C'est vrai qu'il y a quand même 40 piges. Le journaliste que tu dis, c'était Yves Mourouzi, non? Alors, il me semblait plus que c'était un nom en I. Mais alors là, je retrouve Bruno Mazur. Bruno Mazur, il s'est fait aussi virer comme ça. Le JT. Il s'asseyait sur le bureau et puis il interviewait les gens en mode Guillaume Durand. Alors c'est qui Bruno Mazur? Pourquoi il s'est fait virer le même jour? Les deux ont été virés. Bruno Mazur, parce qu'il venait en pantoufles, peut-être présenter le journal. Sérieux, il venait en pantoufles, en fait. Non, les deux ont été virés le même jour. Ah, donc c'est Yves Mourouzi. Yves Mourouzi. Après, c'est vrai que de toute façon, on l'a vu avec l'affaire Tchernobyl, si la capacité avec laquelle la propagande pouvait s'imposer à un pays entier et aux médias, ils n'ont pas attendu aujourd'hui les réseaux sociaux pour le faire. Moi, je pense, on est entre nous là. C'est Yves Mourouzi. T'as vu, putain, je suis trop fort, t'as eu ça? Oh, je vais vous chanter une chanson, rien que pour la peine. D'ailleurs, tu exprimes tes talents de chant, ta belle voix. Oh. Ça te rend timide. Non, mais je sais pas, je vous chante quoi? Je disais une connerie comme ça pour rigoler. Tu vois, ils le mettent. Yves Mourouzi est mort d'un cancer. Comment ça, il s'est jamais fait virer? Mais non, si, il se fait virer le lendemain. Retourne voir. Et Retourne voir l'info. Checker et je vais clore parce que le pauvre il veut essayer de clore sa chronique depuis tout à l'heure. Non mais au contraire, je prends beaucoup de plaisir à vous écouter, non sincèrement. Et c'est vrai ce que tu disais aussi Farid tout à l'heure, et ça rejoint aussi un peu ce que disait Romain. C'est pas tout blanc tout noir. Moi je suis pas de ceux qui idolâtrent le passé. C'est vrai que si on regarde 50 ans ou 100 ans en arrière, il y avait certainement moins de conscience au sein du peuple, en tout cas au sein d'une partie du peuple. Donc c'est vrai qu'il y a un réveil des consciences en ce moment, donc ça c'est très positif. Et ça rejoint mon analyse comme quoi on vit l'époque de l'Armageddon, c'est-à-dire à la fois une polarisation des forces du mal et à la fois une polarisation des forces du bien. Et donc les forces du mal sont de plus en plus efficaces, mais aussi en face, les forces du bien sont aussi de plus en plus efficaces. Donc c'est une époque ambivalente. Mais moi, ce que j'allais te dire par rapport au, comment ça s'appelle, ce que tu dis, les forces du mal, les journalistes, les présentateurs de télé, JT, 13h, 20h, je pense qu'à un moment,
peut-être il signe avec Satan directement. Parce qu'il monte toutes les guerres depuis le départ. T'as vu, on sait très bien que tout était faux. On t'a menti sur la guerre, que ce soit en Yougoslavie, tu vois, en Vietnam, Irak, en Afghanistan, au Vietnam, enfin bref. Donc le mec, quand il vient présenter son journal et puis qu'il lit les dépêches AFP et puis en plus il fait la propagande du gouvernement, je pense qu'à un moment, il n'a pas vraiment de... Il dort pas très bien le soir. Ouais. Enfin, je sais pas, avec les chèques qu'il reçoit, l'argent, peut-être. Il y en a qui sont déconnectés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de David Pujadas quand il découvre les images du 11 septembre. Ah ouais. Il a cette réaction où il dit génial. Ouais. C'est UBS. C'est parce que là, il a de la matière journalistique. C'est ça. On devient vite, en fait. Et ça le rend distant avec l'événement. Mais c'est des vautours. Alors, il a évolué depuis cette époque-là, mais voilà. Et comme je disais, donc la polarisation des forces du bien et du mal, l'Armageddon. J'ai envie de dire, tu étais là tout à l'heure quand on en parlait, je crois, Farid. C'était la citation d'Einstein. d'Einstein. Oulala. Einstein ou Epstein. Le monde, grosse erreur de ma part, excusez-moi, il est tard. Et le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et qui laissent faire. Et j'ai envie de citer Kenny Arcana dans 5e Soleil, une artiste que j'adore, que j'ai eu la chance de rencontrer en très petit comité il y a une vingtaine d'années, et qui disait dans 5e Soleil, aujourd'hui, choisis ton camp. Choisis ton camp, camarade. On est à une époque où être neutre, c'est plus possible. Enfin, vous pouvez essayer, mais voilà. Faut être chez Macron pour être neutre, en fait. Et Macron, c'est ça. Bah non, Macron il a choisi son camp. Il a choisi, il fait croire qu'il est neutre, mais il n'y a rien de neutre. Non, mais tu fais croire, en fait, il dit toujours, d'un côté, il satisfait les gens d'un côté, puis après, ceux de l'autre, il est toujours dans le... Ne pas choisir son camp, c'est l'apathie. C'est Dominique Apathy, c'est ça. Jean-Michel Apathy, excuse-moi. Faut pas qu'on dise Jean-Michel, sinon il va virer. Attends, c'est le moment de sa chronique là. Autre chose. C'est pas ce qu'il m'a préparé. Moi non plus, je sais pas. C'est le moment pour moi de vous dire. Bon, merci Raph en tout cas de ta bonne humeur et de tes lumières. Merci. On te retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas, Raphaël, que le 5 septembre au théâtre du Gymnase, il y aura la soirée Nexus. Okay. On t'a pris une place de choix. Non, on a pris 2 places. 2 places de choix. Bah oui, pour celle qui t'a envoyé les photos. Le mec relance de l'huile sur le feu, tu sais. Pourtant, sauf empêchement majeur, je serai là. Si jamais à un moment je peux prendre le micro pour faire un petit speech de 5-10 minutes sur la révolution citoyenne qui vient, ce sera avec grand plaisir. Bon, ça, c'est pas à gagner. Déjà, viens et après, on verra. On va te prendre un babysitter. Bon, allez. En tous les cas, tu nous as promis que tu venais, Raphaël, donc tu viens. Oui. Bah, si vous me donnez pas le micro, je ferai comme dans les sound systems reggae que j'affectionne. Je ferai un hijack du micro à un moment donné. Il faut obligé de faire venir les videurs. Là, je plaisante. Allez, gros bisous. Bon, merci Raph, merci pour tout. Bonne soirée, bon week-end. Merci beaucoup. Et merci pour tous les mots, Jean. Non, hop là. Il est là. Je vous remercie pour tous les mots très très gentils dans le chat, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Ouais, on a un chat bienveillant. C'est mérité. Voilà. On a un chat bienveillant. Vous êtes très 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 appréciés de nous tous. Merci. D'ailleurs, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Raphaël, il y a Pat F qui dit qu'il est agréable de passer son vendredi soir avec Nexus. Ah bah merci à Pat, merci à tous ceux qui sont encore là en live, plus de 2000 voilà, sur Twitter, YouTube, donc merci. C'est en partie grâce à toi, Raph. Voilà. La fine équipe. La fine équipe pas du 11, mais du... C'est quel numéro à la rue Pasteur? Du 22, la fine équipe du 22. Ah bah voilà, la fine équipe du 22. Il y a un petit dénominateur commun. Bon. Merci Raph, on te retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Prends soin de toi. Ciao. Et bon week-end. Merci à vous. Merci. Bon week-end. Au revoir, Raphaël. Alors nous, il faut qu'on finisse nos devoirs avant d'aller en week-end.